Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire donc intitulé Laïcité et santé, application et bonnes pratiques. Juste un petit point logistique pour vous dire que si vos micros sont coupés, c'est tout à fait normal pour éviter les effets d'écho et pour vous demander si vous voulez bien de vous renommer avec votre nom, prénom et votre structure afin de faciliter l'émargement. Donc voilà, ce webinaire aujourd'hui sera organisé en deux temps, donc ce matin de 10h à midi et puis cet après-midi de 14h à 16h. Je vais vous dire un petit mot du programme de la journée, peut-être avant ça un petit mot quand même pour me présenter et présenter rapidement le CRPRS, parce que vous avez dû recevoir des mails sans forcément bien identifier qui était le CRPRS. Voilà, donc moi je suis Martin Chave, je suis chargé de mission pour le CRPRS, donc le Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales, qui a été créé en 2017 et qui est donc un centre de ressources, c'est-à-dire un centre vers lequel se tourner lorsqu'on est professionnel, lorsqu'on est bénévole et qu'on travaille sur les questions de radicalité, mais aussi sur les questions, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, de gestion du fait religieux et de laïcité. Voilà. Donc depuis 2018, le CRPRS est un projet porté par l'IREV, le Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France. Et donc le CRPRS est financé par l'État et par la région. Et dans ce cadre-là, on a vraiment l'habitude de travailler avec les collaborateurs de l'État, notamment avec les préfectures, et en l'occurrence aujourd'hui avec la préfecture de la Somme, avec Sabine Masguet, donc, qui est présente et que je remercie beaucoup pour son implication durant l'organisation de ce webinaire. Alors, le CRPS, c'est bien à plusieurs types d'interventions. Avant toute chose, l'idée du CRPS, c'est de diffuser de la connaissance, de diffuser de la ressource. Donc, ça passe notamment par le site web du CRPRS, par une lettre d'information et par le LinkedIn du CRPRS. Et puis par un espace de documentation en ligne et physique. On va pouvoir vous partager quelques liens à ce sujet dans le chat, pardon. Un espace de documentation qui permet d'accéder à tout un tas de ressources, des revues, des ouvrages, des articles scientifiques, et donc que vous pouvez retrouver effectivement en ligne à travers le lien qu'on vous partage, mais aussi en physique, puisque nous avons des ouvrages qui sont empruntables directement ici dans nos locaux à l'IREV. Et à travers le site internet du CRPRS, et ben, par exemple, sur la thématique d'aujourd'hui, on a l'habitude de proposer des outils d'application de la laïcité, des outils de gestion du fait religieux. Et vous trouverez, par exemple, sur notre site, différents outils pratiques, différents guides sur cet enjeu de gestion du fait religieux. On pourra vous partager également voilà, cette rubrique outils dans le chat. Le CRPES, au-delà de cette diffusion de connaissances, de ressources, c'est aussi de l'accompagnement pour de la montée en compétences. C'est finalement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On essaie d'accompagner les acteurs sur la prévention de la radicalisation, sur le terreau fertile qui mène à la radicalisation, à savoir l'éducation aux médias et l'information, les risques de la désinformation, de fake news, de complotisme, mais on travaille aussi sur des sensibilisations sur l'application de la laïcité et sur la gestion du fait religieux. Voilà. Donc des temps de sensibilisation, comme on le fait aujourd'hui, mais aussi des temps de conférences, toujours dans cette volonté de formation. Et vous pouvez retrouver, par exemple, sur notre site, une conférence avec Nicolas Cadenne, donc qui va intervenir ce matin, mais que nous avions déjà invité au mois de novembre pour une conférence avec le collectif Ensemble on fait quoi, collectif d'acteurs du travail social et socio-éducatif. Donc c'était le 15 novembre dernier. Il y a donc un replay de cette conférence sur le site internet du CRPS. Alors, se former, eh bien, c'est tout l'enjeu de la journée aujourd'hui, et se former sur des enjeux spécifiques et sur des thématiques parfois sensibles, comme la thématique de la laïcité. C'est tout l'ambition de ce webinaire. L'objectif aujourd'hui, on va dire, c'est d'apporter un éclairage sur l'application de la laïcité et spécifiquement sur l'application de la laïcité pour des acteurs publics du soin. Voilà. Donc, vous êtes aujourd'hui tous présents, alors peut-être chacun de votre côté ou parfois tous dans une même salle, dans différents établissements de santé, mais nous avons aujourd'hui des directeurs de services,
des médecins, des psychiatres, des infirmiers, des référents laïcité au sein d'établissements de santé, eh bien, je pense que vous cherchez tous à gagner en sérénité sur la façon d'appliquer la laïcité. Et ça va être l'idée aujourd'hui. Voilà, être à la fois dans le respect de la charte de la laïcité qui s'impose aux établissements publics, mais aussi dans le respect de la charte de la personne hospitalisée du principe de non-discrimination qu'elle suppose. Voilà. Donc pour cela, on aura un apport d'expertise ce matin, donc avec Nicolas Cadenne, à qui je vais laisser la parole dans un instant. Et puis cet après-midi, un échange plus pratique, plus concret, à travers des situations que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de vos fonctions. Et on accueillera Madame Chédru-Bonhomme, Madame Fauconnet et Monsieur Medini de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, donc l'APHP, qui nous présenteront donc un guide d'application de la laïcité à l'hôpital. On y reviendra donc cet après-midi. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est au maximum de faire remonter vos interrogations, vos doutes, les situations que vous rencontrez. Donc n'hésitez surtout pas à réagir. Pour ça, vous avez soit l'option lever la main, donc directement sur la visioconférence, et on réactivera on vous permettra de réactiver vos micros à ce moment-là, au moment des questions-réponses. Ou vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et donc, mes collègues et moi-même, on fera remonter vos questions à Monsieur Cadenne via le chat. Voilà. Simplement vous informer que cette visioconférence est enregistrée et on utilisera la captation vidéo pour la diffuser en replay sur le site internet du CRPS. Voilà, donc si vous ne souhaitez pas apparaître, il n'y a aucun problème. Simplement, pensez bien ne pas activer votre vidéo dans ce cas-là. Je remercie en tout cas Madame Masguet, la préfecture de la Somme, et puis le CHU Amiens-Picardie, avec qui on a organisé en commun ce webinaire. Je remercie également l'ARS qui a relayé pas mal d'informations, nos intervenants pour cette journée, et puis mes collègues Khadija, Karima et Vianney qui sont en soutien pour le webinaire. Voilà. Je vais laisser la parole à Monsieur Cadenne, peut-être simplement quand même vous présenter qui est Monsieur Cadenne, juriste et spécialiste de la laïcité, pardon, qui a été rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité entre 2013 et 2021. Et nous, on était ravis de l'inviter la dernière fois, on est à nouveau ravis puisque voilà, il a participé à l'élaboration de nombreux guides sur la laïcité, sur la gestion du fait religieux. Il a participé à la conception du plan de formation VRN, Valeurs de la République et laïcité, que certains d'entre vous, vous connaissez peut-être déjà. Un plan de formation développé à l'échelle nationale à travers l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et je vous renvoie à la réédition revue et augmentée sortie en 2023 de l'ouvrage de Monsieur Cadenne, qui s'intitule En finir avec les idées fausses sur la laïcité. C'est aux éditions de l'Atelier. On va vous partager le lien dans le chat et ouvrage qui est empruntable par exemple à l'IREV et qui est un ouvrage de référence sur l'application de la laïcité. Voilà. Donc, Monsieur Cadenne va faire d'abord un rappel, peut-être, ça nous paraît essentiel de faire un rappel des définitions, des bases juridiques sur lesquelles s'appuie le principe de laïcité. Et puis, on partira ensuite sur un focus sur le monde médical et sur les problématiques spécifiques au domaine de la santé. Voilà, Monsieur Cadenne, je vous laisse la parole pour donc 45 minutes, 1 heure, et puis ensuite on aura un temps d'échange de 30 à 40 minutes pour les questions et durant lequel vous pourrez bien sûr intervenir. N'hésitez pas déjà durant la prise de parole de Monsieur Cadenne à poser d'ores et déjà vos questions dans le chat. Merci beaucoup, Monsieur Cadenne, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Merci pour cette sollicitation pour intervenir sur la laïcité dans le cadre du webinaire Laïcité et Santé et puis plus précisément pour traiter du cas particulier des hôpitaux, des établissements et services sanitaires médico-sociaux sur la gestion des faits religieux dans ce secteur. Effectivement, pour compléter un petit peu ce qui a été dit, pour expliquer d'où je parle, j'ai été de 2013 à 2021 le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre. C'était une instance gouvernementale, mais indépendante politiquement, hein, qui était composée de hauts fonctionnaires de toutes les administrations centrales concernées, dont bien sûr le ministère de la Santé, également composée de parlementaires de tous les bords politiques et composée de personnalités reconnues en ce secteur.
que ce soit des membres du Conseil d'État, du Conseil supérieur de la magistrature, des acteurs de terrain ou des sociologues, anthropologues, etc. Et l'Observatoire avait plusieurs missions. D'abord, effectivement, conseiller les gouvernements successifs sur les politiques publiques à mener en matière de laïcité. Et dans ce cadre, on a été à l'origine de certaines modifications d'ordre réglementaire ou législative. Nous avons aussi, par exemple, rendu obligatoire les formations pour les aumôniers, notamment ceux qui interviennent dans les hôpitaux, formation à la laïcité. On a installé des référents laïcité dans à peu près toutes les administrations. On a aussi été à l'origine de l'abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle, par exemple, à l'origine de la charte de la laïcité à l'école, etc., etc. On était aussi là pour informer le grand public, mais aussi pour le former. Et effectivement, on a initié et co-conçu certains plans nationaux de formation comme le plan VRL. Et puis, on était dans l'accompagnement des acteurs de terrain en se déplaçant plusieurs fois par semaine à leur rencontre pour les aider dans la pratique quotidienne de ce principe. Donc, c'était une mission lourde, mais passionnante et qui a donc duré 8 années. Et puis, pour ma part, je continue mon investissement sur la question en tant que haut fonctionnaire, mais aussi à travers une association, un organisme citoyen qui s'appelle la Vigie de la laïcité et qui continue de traiter de cette thématique-là auprès des acteurs de terrain. Et effectivement, j'ai rédigé plusieurs ouvrages sur le sujet, la laïcité pour les nuls dans la collection pour les nuls, et puis notamment donc celui qui a été évoqué, En finir avec les idées fausses sur la laïcité. Voilà d'où je parle pour expliquer peut-être le sens de cette invitation aujourd'hui. Cela étant précisé, j'en viens au sujet de ce jour et en commençant d'abord par un rapide rappel des règles selon les espaces, tant pour les personnels que pour les usagers, puis en s'attardant précisément donc dans le secteur hospitalier et médico-social. Vous le savez bien, la laïcité, pardon, c'est un sujet éminemment sensible qui est très présent dans le débat public et peut-être trop souvent traité par le biais de la polémique. C'est un sujet qui touche à des convictions personnelles et qui, dès lors, peut conduire à des interprétations multiples. Je cite souvent à ce propos le doyen Jean Rivero, qui écrivait déjà en 1949 en parlant de la laïcité que c'était un mot qui sent la poudre, et il poursuivait en rappelant combien ce grand principe républicain éveille des résonances passionnelles contradictoires, mais combien aussi, finalement, une fois le seuil du droit franchi, finalement, les disputes pouvaient s'apaiser à ce sujet, puisqu'effectivement, la définition de la laïcité en tant que telle, d'un point de vue juridique, ne soulève pas de difficultés majeures. Encore aujourd'hui, en 2024, en fait, on est toujours dans la même situation. Il y a toujours des débats très vifs sur la laïcité. Euh, Peut-être parce que donc il y a une confusion qui est faite entre les interprétations personnelles subjectives et la définition en droit, qui est finalement assez peu connue, parce que effectivement, de manière générale, chacun a tendance en la matière à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Il y a toujours eu, depuis sa conception même, des interprétations intellectuelles et philosophiques divergentes sur le sujet de la laïcité, mais là, évidemment, aujourd'hui, on est là pour rappeler quelle est la laïcité d'un point de vue juridique et telle qu'elle découle de notre histoire, puisque de ce point de vue-là, il n'y a qu'une laïcité, une seule laïcité qui s'applique concrètement sur le terrain, et cette laïcité reste quand même assez profondément méconnue dans une grande partie de la société. Alors, pour rappeler comment s'applique le principe de laïcité, il faut toujours en revenir au juste équilibre qu'il pose entre les libertés individuelles à garantir et le respect du cadre collectif également à garantir. Cet équilibre, il suppose, en ce qui concerne l'expression des convictions et des croyances, la distinction entre plusieurs espaces, 4 espaces. Alors, bien sûr, il y a la sphère publique et la sphère privée. La sphère publique qui renvoie à l'État, à l'autorité de l'État, et la sphère privée qui renvoie à l'autonomie individuelle. Mais cette distinction entre deux sphères est parfois source de confusion quant aux règles d'application qui concernent l'expression des convictions ou des croyances. Et donc, de ce point de vue-là, il faut plutôt distinguer 4 espaces. D'abord, vous avez l'espace personnel privé, c'est-à-dire le domicile privé ou le lieu de rencontre privé, qui est un espace où la liberté de manifester ses convictions est très large. C'est un espace où l'on est tout à fait libre sous la seule réserve du respect de la loi commune, par exemple, bien sûr, en évitant tout trouble du voisinage.
Le deuxième espace, c'est l'espace public administratif, c'est-à-dire l'espace de l'État, celui des collectivités locales, des services publics, de tous les lieux qui hébergent une mission de service public, comme les hôpitaux publics, bien sûr. Dans cet espace administratif public, les bâtiments, les façades, les murs, mais aussi tous ceux qui y exercent une mission de service public, tous ceux qui représentent l'administration, sont soumis, bien sûr, à un strict devoir de neutralité. En revanche, ne sont pas soumis à ce devoir de neutralité les usagers ou les personnes accueillies qui, eux, voient la laïcité leur garantir la liberté d'afficher des convictions dans la limite, bien entendu, où il n'y a aucune perturbation qui mettrait à mal notamment la continuité du service public. Dans cet espace, il y a quand même le cas particulier des élèves des établissements scolaires publics qui doit être précisé, puisque, vous le savez, depuis la loi du 15 mars 2004, ces derniers, bien qu'usagés, sont soumis non pas à la neutralité comme on entend parfois, mais à un fort devoir de discrétion, puisqu'ils ne peuvent pas manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par le port de signes ou de tenues. Donc, les signes ou tenues religieux ostensibles leur sont interdits, c'est-à-dire ostensibles, c'est-à-dire ceux qui sont visibles de tous et qui sont immédiatement reconnaissables. Pourquoi? Parce qu'il a été considéré qu'il s'agit, dans ces espaces scolaires publics, durant la phase d'acquisition des bases du savoir que constituent le primaire et le secondaire, à un âge où on est encore mineur, sauf exception, où chacun doit développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, il a été considéré important de préserver les enfants et les adolescents d'influences qu'ils pourraient subir et donc de conflits qu'il pourrait y avoir entre eux. Le troisième espace, c'est l'espace social privé du travail, l'espace où l'on travaille ensemble comme dans l'entreprise privée ou l'association privée, qui ne sont pas investis d'une mission de service public. Donc l'administration publique ici n'est pas représentée, donc juridiquement on ne parle même pas de laïcité, mais de gestion des faits religieux. Dans cet espace social du travail, la liberté de manifester ses convictions est garantie, mais sous de nombreuses réserves. Respect des règles d'hygiène, de propreté, de sûreté, de sécurité, mais aussi respect des intérêts économiques et de la bonne marche des entreprises ou de l'association. Et tout prosélytisme peut être interdit dans cet espace. Le prosélytisme, je le rappelle, étant le comportement qui vise à susciter l'adhésion d'autrui à ses propres convictions. C'est pas le simple port d'un signe religieux, ça c'est pas prosélyte en soi, en droit. Le prosélytisme, c'est un comportement actif, c'est vraiment lorsqu'on cherche à susciter l'adhésion d'autrui. Donc, pour faire simple, dans cet espace social privé du travail, la manifestation d'une appartenance religieuse peut être possible, mais elle peut aussi être encadrée, elle peut même parfois être interdite par le règlement intérieur si cela est justifié objectivement. Ça ne peut évidemment pas être fondé sur un ressentiment, sinon ce serait de la discrimination. Enfin, le dernier espace, c'est l'espace public partagé. En fait, c'est l'agora, c'est l'espace commun à toutes et tous, tel que la rue, la place, les jardins publics, la plage, par exemple. Dans cet espace public partagé, il n'y a pas de police de la pensée, bien entendu. Chacun est libre d'exprimer des opinions, peut les manifester par des signes extérieurs, dès lors, bien sûr, là encore, qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public et qu'on n'impose rien à autrui. Ça renvoie aux articles 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, dans cet espace public partagé, il peut y avoir des manifestations politiques, des manifestations syndicales et aussi des manifestations religieuses. Il y a, dans l'ouest de la France, pas mal de processions religieuses, pas que dans l'ouest, mais essentiellement dans l'ouest. Il y en a même plus ces dernières années qu'il y en avait il y a 20 ans. Cela est possible, mais c'est encadré par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Et par ailleurs, une prière de rue, ce qu'on appelle comme étant des prières de rue, qu'elles soient musulmanes ou catholiques, comme ça a été le cas lors de la pandémie de Covid-19, cela est en soi possible si ça a été déclaré suffisamment à l'avance. Ça peut aussi être interdit si, par exemple, ça empêche toute circulation. Donc, on vient de le voir, les règles qui découlent du principe de laïcité et qui concernent l'expression des convictions ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné et selon le statut professionnel que l'on a. Et sur ce dernier point, il faut en effet bien comprendre que les agents publics et tous ceux qui exercent une mission de service public, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, ne représentent pas leur individualité, mais bien l'administration publique qui doit servir de la même façon tous les citoyens de la nation dans sa diversité convictionnelle et sans distinction. Donc, toutes ces personnes qui sont en charge d'un service public sont très logiquement soumis à la neutralité dans leur comportement comme dans leur apparence. Cette neutralité, d'ailleurs, la jurisprudence l'a toujours étendue à toutes les convictions,
donc religieuse, mais aussi politique, philosophique ou syndicale, à l'exception bien sûr des représentants syndicaux dans l'exercice de leurs fonctions. Ici, il faut noter que suite à un avis de l'Observatoire de la laïcité, il a été ajouté, comme vous le savez sans doute, dans le droit de la fonction publique, les principes de laïcité et de neutralité par la loi du 20 avril 2016. Puisqu'avant, en fait, c'était une reconnaissance purement jurisprudentielle, c'était uniquement par le juge. Désormais, c'est inscrit dans le droit, dans la loi, pardon. Et l'article 25 de cette loi portant droit et obligation des fonctionnaires, modifié par le texte que je viens de préciter, dispose que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. Donc ça, cette précision est importante puisque donc on a inscrit dans la loi le fait que désormais les chefs de service finalement étaient responsables de la bonne application du principe de laïcité dans leur service. Et par ailleurs, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qu'on a longtemps appelé les lois séparatisme, confirme la jurisprudence établie depuis pas mal de temps en précisant que le principe de neutralité concerne l'ensemble des agents et services qui exercent une mission de service public, qu'ils soient de droit privé ou de droit public. Par exemple, dans une CAF, vous le savez, ce sont des organismes de droit privé. Il reste que c'est une mission de service public qui est délivrée par la CAF et donc les agents de CAF sont également bien sûr soumis au principe de neutralité puisqu'ils représentent l'administration publique et qui délègue à la CAF un service public. Alors, aujourd'hui, quel est le contexte général quant à l'application de notre laïcité dans les services publics, notamment hospitaliers? Il faut reconnaître que durant pas mal de temps, on a sans doute collectivement, jusqu'à il y a une dizaine d'années en tout cas, considéré que la laïcité était une évidence, que sa définition faisait l'objet de guerre de confusion ou de contestation. En réalité, en abandonnant un travail d'explication et d'explicitation de ce qu'est notre laïcité sur sur le terrain, on a pu laisser le champ libre à des contestations, mais aussi à des instrumentalisations de ce principe. Cette évolution, elle s'est constatée dans un contexte largement étudié en sociologie. D'abord, un contexte d'opposition grandissante à l'immigration dans une société en crise, une crise économique, sociale, écologique, d'identité dans la mondialisation, mais une crise aussi sanitaire, on l'a vu, mais aussi dans un contexte plus large de polarisation de la société, largement étudié. Et pour faire simple, vous avez une partie de la population croissante encore aujourd'hui qui s'éloigne du religieux, c'est ce qu'on appelle le phénomène de sécularisation et qui continue donc, quand une autre partie de la population au sein de divers courants religieux va réactiver au contraire des appartenances, y compris de façon visible et publique. Ce n'est donc pas un retour à la religion, c'est plutôt un recours à la religion, qui est parfois fait simplement pour assumer sa foi dans une démocratie libérale, puisqu'on a parfaitement le droit, évidemment, je l'ai dit, d'afficher sa religion, mais aussi parfois un recours comme valeur refuge chez beaucoup de nos concitoyens, soit parce qu'en situation de fragilité économique, sociale, psychologique, soit en réaction à l'échec des idéologies séculières, c'est-à-dire le capitalisme, le socialisme, le libéralisme, le nationalisme, qu'importe, hein, toutes ces idéologies dites séculaires et qui peut être vues comme ne répondant pas à certaines attentes de nos concitoyens et qui du coup ont recours à cette valeur refuge qui peut être vue comme étant donc la laïcité, soit aussi du fait d'une méconnaissance de la religion et d'influences étrangères caricaturales, parfois même idéologiques et rigoristes, euh, et parfois même en réaction à la visibilité accrue d'autres religions. Tout cela crée des tensions qui sont particulièrement portées sur l'islam, en particulier dans les médias, mais pas seulement, euh, sur l'islam, en raison de confusions dommageables faites entre une pratique générale de la religion qui pose pas de difficultés majeures quand on connaît les réponses à apporter et les attentats islamistes qui, eux, suscitent une inquiétude pleinement légitime mais qui n'a rien à voir et sur lequel il faut répondre, mais au bon niveau.
en raison aussi de conflits au Proche-Orient qui peuvent être importés, en raison aussi d'une insuffisante mixité sociale et socioculturelle qui conduit à des replis sur soi entre populations qui ne se connaissent plus vraiment, entraînant des ressentiments qui se développent de part et d'autre, en raison aussi d'une concentration d'une partie de la population de confession musulmane dans des quartiers dits ségrégés et dans des catégories socio-professionnelles fragiles, en raison encore de notre passé conflictuel avec d'anciennes colonies et protectorats qui restent, quoi qu'on en pense, encore très présents dans l'inconscient collectif, en raison aussi de conflits de structuration du culte musulman, parfois désorganisés, entre pays dits d'origine et qui souhaitent maintenir une influence sur ce qu'ils considèrent être comme leur diaspora, et à l'inverse, face à des nouvelles générations qui veulent s'en dégager, parfois tout à fait légitimement, évidemment, en raison aussi d'une exacerbation religieuse qui peut poser des difficultés et qui va être revendiquée par certains groupes minoritaires, souvent influencés par des ingérences étrangères, généralement issues des pays du Golfe et parfois aussi de façon différente de Turquie. Par ailleurs, au-delà du seul islam, on constate une expression plus visible de la religion chez certains croyants désormais de toutes les religions, avec des replis conservateurs, voire rigoristes, qui peuvent être courants dans divers courants religieux. On peut évoquer là la nouvelle expansion du traditionnalisme catholique, en particulier chez les jeunes membres du clergé. On peut aussi évoquer certains courants loubavitch dans le judaïsme, courants qui étaient très étrangers aux loubavitch jusqu'à la fin des années 90 et qui sont désormais beaucoup plus présents. On peut aussi parler de certains courants du protestantisme évangélique, beaucoup plus prosélytes, beaucoup plus conservateurs, euh, même si les courants évangéliques sont très divers. C'est d'ailleurs ce courant religieux qui est le plus en expansion aujourd'hui en France. Ça fait maintenant plus de 10 ans que vous avez chaque 10 jours un temple protestant évangélique qui s'ouvre en France. Et donc, bref, il y a une forme d'opposition entre celles et ceux qui s'éloignent encore de la religion. On est un des pays les plus sécularisés au monde, et celles et ceux qui donc ont ce besoin de réaffirmer une identité religieuse pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer rapidement. Donc, il y a des crispations et les managers, les encadrants, quels qu'ils soient, font face à ces tensions qui peuvent être relativement vives et donc qui mettent à mal parfois le bon fonctionnement de certains services, d'autant plus lorsqu'on n'a pas les clés pour répondre à ces problématiques et donc pour assurer une parfaite gestion des faits religieux. Ces problèmes, ils existent, même s'ils ne sont pas généralisables, bien sûr. Ils existent aussi dans le secteur hospitalier et médico-social. Il peut même y avoir des menaces. Mais il ne faut pas tout confondre, bien sûr. Parfois, les atteintes à la laïcité sont confondues avec des atteintes bien plus larges aux exigences minimales de la vie en société, c'est-à-dire des atteintes à la dignité humaine ou à l'égalité entre les femmes et les hommes. Or, tout cela est assez différent. On peut même confondre parfois les atteintes à la laïcité avec des actes d'une extrême gravité que sont les actes terroristes et qui dépassent très largement le seul champ de la laïcité. Mais il reste qu'il faut prévenir tout conflit en amont, puisque les simples et les seules atteintes à la laïcité peuvent conduire à de vives réactions et à de vives tensions. Alors, bien sûr, dans 90% des cas, le simple dialogue permet de résoudre ces problématiques. Mais voilà, il est important de connaître les clés de réponse à ces problématiques. L'Observatoire de la laïcité, justement, pour prévenir la moindre atteinte, avait conçu de très nombreux outils pratiques qui sont toujours accessibles, des guides, ça a été dit aussi notamment. Tout cela est toujours accessible en ligne. Et il s'agissait de rappeler le droit et aussi la posture à adopter selon la situation posée. Alors, quand on est dans le secteur privé qui n'exerce aucune mission de service public, et donc lorsqu'on parle de gestion des faits religieux, où il n'y a pas strictement de laïcité, et où il n'y a pas de principe général de neutralité absolue qui s'applique, puisque l'État et l'administration publique ne sont pas représentés, il y a quand même un point commun en réponse qui doivent être apportés, c'est la justification objective. Certaines structures médico-sociales peuvent relever de ce secteur lorsqu'elles n'exercent pas de mission de service public, mais simplement une mission d'intérêt général. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des missions de soins qui, elles, le plus souvent, vont relever des missions de service public, mais pas toutes, on y reviendra. En tout cas, dans le secteur privé, donc, qui n'exerce pas de service public, le ressenti, la subjectivité ne doivent pas être des critères parce que s'il n'y a aucun trouble objectif, si la mission du salarié est parfaitement remplie, sanctionner ce qui serait alors une simple apparence relèverait de la discrimination. Ça ne signifie pas que la manifestation d'une appartenance ne peut pas être encadrée si cela est justifié et si cela est proportionné. Euh, bref, les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, qu'ils exercent une mission de service public
ou simplement d'intérêt général sans qu'il y ait de service public sont nombreux encore aujourd'hui à se sentir mal outillés, avec le risque de céder à deux attitudes qui sont toutes les deux incompatibles avec l'approche laïque. Soit l'attitude qui est de tout autoriser et donc de favoriser des droits distincts et des replis, soit l'attitude qui est de tout interdire et donc de générer des discriminations potentielles et du coup des provocations en réaction. Le juste équilibre, ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier, jamais, dans une approche laïque, mais c'est toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. Un exemple évocateur, c'est celui que j'évoque souvent de la restauration scolaire, mais qui peut revenir au cœur de l'actualité. Et la problématique est d'ailleurs la même pour toute restauration collective, y compris, mais j'y reviendrai plus précisément en détail dans quelques instants, dans le secteur médico-social. Dans la meilleure des solutions dans une approche laïque, c'est celle de l'offre de choix, à savoir l'offre de repas avec et sans viande, sans qu'il n'y ait évidemment de nourriture confessionnelle lorsqu'on est dans des établissements publics, puisque lorsqu'on est dans un service public, il y a neutralité, il n'y a pas de possibilité, bien sûr, de marquer une appartenance ou une adhésion à une confession, quelle qu'elle soit. Mais l'offre de choix avec et sans viande, ça va permettre à tous de manger ensemble, quelle que soit leur appartenance propre, qu'on n'a pas à connaître. Quand on mange un repas végétarien, eh bien, les raisons de ce choix sont diverses. Ça peut être parce qu'on est musulman, juif, bouddhiste, hindouiste, pardon, mais ça peut aussi être tout simplement parce qu'on est végétarien ou encore tout simplement parce qu'on a trop mangé de viande la veille et qu'on n'a pas envie de manger de viande ce jour-là ou qu'on a envie de goûter ce plat végétarien. Donc, l'offre de choix avec et sans viande va permettre de n'assigner personne à une quelconque appartenance et de garantir le repas en commun quelles que soient les appartenances de chacun. Un autre exemple, si un employeur ou un encadrant reçoit une demande d'absence, y répondre ne suppose pas de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse, d'une raison syndicale, d'une raison politique ou simplement d'une raison personnelle comme aller chercher son enfant à l'école. Il faut simplement analyser de façon objective l'organisation du travail dans l'entreprise donnée ou dans l'association donnée rend l'absence possible ou pas. Autre exemple, si vous avez une auxiliaire de vie qui refuse d'apporter certains aliments comme du porc à la personne dont elle a la charge du suivi, elle peut être sanctionnée parce qu'il s'agit là d'une de ses obligations contractuelles qu'elle se doit de respecter. Évidemment, on ne va pas obliger à cette personne de manger du porc, c'est pas la question. Elle doit simplement pouvoir apporter ce repas à la personne dont elle a la charge du suivi et qu'importe quelle est la conviction, la religion de cet auxiliaire de vie qu'on n'a pas à connaître. Concernant plus précisément donc maintenant les établissements de santé. Bon, évidemment, il faut rappeler que ce sont des lieux d'accueil pour toutes et tous, en particulier pour des populations rendues vulnérables. Ce sont donc des lieux où s'exprime toute la richesse du modèle social français. Ce sont des lieux qui parfois sont contraints, qui prennent en charge des personnes en souffrance physique ou psychologique. Et pour assurer leur mission et garantir un soin de qualité à chacun, ces établissements doivent parfois s'intéresser à ce qui relève de l'intime des individus, des familles, des relations humaines. Et donc, il faut connaître les réponses encadrées par le droit aux cas concrets qui peuvent se poser sur ce terrain. En premier lieu, j'en disais un mot tout à l'heure, il faut bien sûr distinguer les établissements qui exercent une mission de service public et ceux qui exercent une simple mission d'intérêt général. Bon, les CHU exercent une mission de service public, par exemple. Les EHPAD, par exemple, bien que signataires des conventions dites tripartites avec les conseils départementaux et les ARS, eh bien, n'exercent pas à ce stade de mission de service public lorsque ce sont des EHPAD privés. Il y a évidemment des EHPAD publics qui, eux, exercent des missions de service public. Pour le moment, les EHPAD privés exercent des missions d'intérêt général sans pour autant que ce soit des missions de service public. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup d'EHPAD qui ont un caractère propre, confessionnel, on le sait bien. Alors, je dis pour le moment, parce que la jurisprudence du Conseil d'État peut évoluer au fil d'éventuelles obligations nouvelles qui pourraient être imposées à ces EHPAD. Comme vous le savez, nous l'avons déjà dit, seule la gestion d'un service public justifie l'application du principe total, absolu, de neutralité au personnel. S'il n'y a pas de mission de service public, les personnels peuvent être libres d'afficher une conviction, mais sous réserve de nombreuses restrictions qui seraient fondées objectivement et que j'ai rappelées tout à l'heure et qui peuvent être précisées parfois dans le règlement intérieur. Donc, pour savoir si est exercée ou non une mission de service public par telle ou telle structure, lorsqu'il n'y a aucune qualification en ce sens, ni par la loi, ni par la voie d'une délégation de service public, parce que quand c'est le cas, c'est très simple, lorsque ce n'est pas le cas, il faut rechercher si les activités d'intérêt général sont assurées sous le contrôle direct de l'administration et si la structure concernée est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si c'est le cas, alors il y a service public et donc neutralité du service public. Cependant, même en l'absence de prérogatives de puissance publique,
la structure concernée peut être chargée d'une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général qu'elle délivre, sa création, son organisation, la définition de ses objectifs et le contrôle de ces objectifs découlent de l'administration. Lorsque ces critères sont remplis, là encore, alors il y a, même si ça n'a pas été qualifié par un texte, même si ça n'a pas été formellement délégué, il y a mission de service public qui est appliquée et donc application, bien sûr, du principe de neutralité pour toutes les personnes qui exercent ce service public, tous les personnels de ces structures. Mais que l'on évoque une structure de santé exerçant une mission de service public ou n'exerçant qu'une mission d'intérêt général, comme vous le savez, la loi du 9 décembre 1905 prévoit dans tout lieu contraint ou fermé, tels que les hôpitaux publics ou les EHPAD, publics ou privés, le service à la charge de l'État d'aumônerie de tous les cultes et qui doivent être connus des usagers et des patients. Néanmoins, les aumôniers ne doivent assurer un suivi que de ceux qui le demandent et donc ne peuvent pas faire de prosélytisme auprès des autres patients ou résidents et usagers en tapant aux portes, par exemple. Normalement, ils ne doivent le faire qu'auprès des usagers, des patients qui en ont fait la demande. Encore faut-il que les usagers et patients soient bien informés de ce service. Par ailleurs, les bénévoles de différentes associations qui interviennent auprès des patients ne peuvent pas profiter de leur visite pour assurer de leur côté un quelconque prosélytisme, évidemment. Les aumôniers des établissements de santé ont, eux, la charge d'assurer dans ces établissements le service du culte qu'ils représentent et d'assister les patients qui en font la demande ou ceux qui, lors de leur admission, ont déclaré appartenir à tel ou tel culte. Je le répète, c'est important que ces aumôniers puissent agir, puisqu'effectivement, la laïcité garantit aussi dans des lieux fermés, dans des lieux où les patients, notamment, ne peuvent pas sortir et donc pratiquer leur culte librement, et bien, dans ces lieux contraints, ils doivent pouvoir avoir accès à cette liberté de culte. Ça va être pareil pour les militaires dans les opérations extérieures ou pour les détenus, vous le savez, dans les prisons, comme ils ne peuvent pas sortir, il doit pouvoir effectivement y avoir des aumôniers qui viennent les assister. Au-delà de leur mission d'assistance des patients et de leurs proches, les aumôniers apportent aussi leur concours à l'équipe soignante. Alors, ainsi, les aumôniers éclairent, le cas échéant, l'équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. Mais bien sûr, cette démarche elle doit être cohérente avec la démarche des soins. C'est-à-dire qu'évidemment, le soin prime toujours, la santé prime toujours. Quant au recrutement des aumôniers, c'est une circulaire de 2006 qui rappelle les modalités en précisant des services d'aumônerie peuvent être mis en place pour chaque culte qui le demande en fonction des besoins exprimés ou recensés par l'établissement hospitalier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés en qualité d'agents contractuels ou autorisés en tant que bénévoles par les chefs d'établissement sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne. Parce qu'évidemment, c'est pas à l'autorité publique laïque séparée des cultes de choisir directement son aumônier. L'aumônier dépend d'un culte et donc il faut s'adresser à l'association cultuelle concernée pour savoir quel aumônier pour ce culte viendra dans l'établissement. Les aumôniers ils doivent pouvoir disposer d'un local de permanence pour recevoir à proximité du lieu réservé au recueillement. Les cultes sont célébrés au sein des établissements, soit dans un lieu de culte existant. Vous le savez, dans certains hôpitaux anciens, il y a encore des chapelles, par exemple, qui peuvent donc devenir polycultuelles. Là, ça dépend comment ça se passe, mais en tout cas, il peut y avoir des lieux de cet ordre-là qui existent déjà. Et sinon, quand il s'en trouve pas un, il faut essayer de rendre une salle disponible à cet effet qui donc peut être polycultuel. Ça peut être une salle polyvalente partagée donc entre les différentes aumôneries dès lors qu'il y a un accord entre les aumôneries de différents cultes. Alors évidemment, ces obligations, elles doivent quand même être conciliées avec les exigences du service hospitalier et avec les possibilités de l'établissement. Et les directions doivent quand même veiller à la bonne signalisation de ces locaux et à ce que les personnes hospitalisées et les résidents, je l'ai dit tout à l'heure, disposent d'une information claire sur les différents services d'aumônerie de l'établissement. Et dans chaque établissement de santé, il doit y avoir un référent chargé du service des aumôneries qui doit donc être désigné en tant qu'interlocuteur privilégié des représentants des différents cultes et qui doit faciliter les relations entre les aumôniers, les services et les usagers de l'établissement de santé. Il est aussi chargé de l'information des patients et de leurs familles dès l'admission et tout au long du séjour sur la possibilité de faire appel à un ministre du culte de leur choix
il est aussi chargé de rédiger normalement un projet de service des aumôneries qui doit chercher avec les différents cultes la meilleure prise en compte des convictions des uns et des autres. Alors je dis, il est chargé, mais dans la réalité, on sait que c'est beaucoup plus complexe parce que c'est souvent un membre du personnel qui a déjà énormément de choses à faire et qui, effectivement, malheureusement, souvent n'a même pas le temps de faire toute cette charge de travail supplémentaire. Mais en tous les cas, il faut s'assurer qu'il y ait le meilleur dialogue possible entre services et aumônerie et qu'évidemment, les aumôniers n'outrepassent pas leurs droits et ne fassent pas pour autant de prosélytisme euh, en dehors des personnes dont ils ont la charge du suivi, qui ont demandé à être suivis. Attardons-nous maintenant donc sur les établissements de santé qui exercent une mission de service public, qui sont quand même ici les plus nombreux, et qui donc relèvent de l'espace administratif public évoqué plus haut. Évidemment, les établissements publics de santé, ils doivent être neutres, conformément à l'article 28 de la loi de 1905. On ne peut pas apposer sur les murs de ces établissements de quelconque signe convictionnel, à l'exception, évidemment, de l'espace dédié aux aumôneries et aux cultes dont je viens de parler. Alors évidemment, ça ne va pas pour autant empêcher une équipe d'un établissement public de santé d'installer un sapin de Noël, parce que le sapin, c'est pas un signe directement religieux, c'est désormais un symbole d'une fête largement sécularisée. Et donc, si le sapin n'est pas orné de signes religieux, il n'y aura pas de problème. En revanche, en effet, pas de symbole religieux et pas de crèche de Noël avec la symbolique d'une représentation religieuse. Alors là-dessus, vous le savez, dans l'ensemble des lieux publics, la règle, le principe, c'est non, parce qu'effectivement, c'est une symbolique religieuse. Il y a quand même des exceptions, puisque l'article 28 de la loi de 1905 prévoit une exception qui est celle des expositions. Et donc, effectivement, si dans certains lieux, dans certaines régions, on a depuis toujours, par exemple, une crèche de 100 ans de Provence qui est en fait beaucoup plus culturelle que cultuelle, ce sera admis. Mais c'est vraiment des cas très particuliers et qui restent une exception par rapport à la généralité, le principe étant l'interdiction, puisque euh, très généralement, il n'y a pas de tradition de cet ordre-là dans des services publics. Généralement, c'était des choses qui étaient exposées plutôt dans des lieux cultuels, dans des églises, etc. Voilà, et je vous donne un exemple aussi, parce qu'il y a aussi la présentation qui peut en être faite qui change la donne. À Marseille, a priori, on peut se dire qu'il y a une tradition ancienne de 100 ans de Provence. Ça dépend. Vous avez une mairie qui avait installé une crèche provençale, et puis une autre mairie d'un autre arrondissement aussi. Il y en a une, le juge a dit c'est OK, et une, le juge a dit c'est pas OK. Certains ont dit ah, c'est contradictoire, ça va pas. Non, non, non. C'est parce que au cas par cas, il faut un examen au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y avait une crèche en question qui n'avait jamais été exposée dans cette mairie. Il n'y avait pas du tout de tradition dans cette mairie, et qui plus est, qui a été bénie par l'évêque du coin. Alors évidemment, là, il y a une marque d'adhésion à la religion qui est inacceptable de la part d'une administration municipale et qui n'est pas possible. L'autre, c'était de tout temps, c'était des expositions en fait de 100 ans provençaux, et qui d'ailleurs pour la plupart n'ont rien à voir avec le culte, c'est plutôt des facteurs, des maires, des instituteurs, etc. Et donc cette crèche-là ne posait pas de problème. Vous voyez la distinction à faire au cas par cas, mais bon, retenez que le principe général, c'est quand même plutôt l'interdiction. Euh, alors, dans ces établissements qui exercent une mission de santé, le lieu est donc neutre, mais le personnel est neutre aussi. Ceux qui exercent la mission de service public, ceux qui représentent l'administration publique, se doivent d'être neutres, puisqu'ils ne représentent pas leur individualité, ils représentent l'administration publique dans son ensemble, qui évidemment n'a pas d'orientation religieuse quelconque et se doit d'être neutre et impartial vis-à-vis de tous les usagers et tout patient reçu. Il faut bien comprendre que quand on est un personnel hospitalier, on représente pas son individualité, on représente toute l'administration publique derrière, l'hôpital public, etc. Donc un médecin, une sage-femme, un sage-femme, une ou un infirmier, infirmière, ben, il représente l'administration publique dans son ensemble, neutre et impartial. Tout autre membre du personnel représente l'administration publique neutre et impartiale. Et donc, ils ne peuvent pas porter de signes religieux, même discrets. Il n'y a pas de notion d'ostensibilité. Quand on représente un service public, on ne porte aucun signe, qu'il soit discret ou ostensible. L'ostensibilité ne vaut que pour les élèves, sinon, pour les fonctionnaires et pour ceux qui exercent un service public de droit privé ou de droit public, c'est aucun signe, et ils doivent être parfaitement neutres dans leur apparence, mais aussi, bien sûr, et c'est encore plus important, dans leur comportement. Et donc, par exemple, si vous avez un brancardier qui exerce des pressions prosélytes quotidiennes sur une infirmière pour l'exercice de certaines pratiques religieuses, eh bien, il commet évidemment
une violation de l'interdiction de prosélytisme et une violation de son obligation de neutralité, et donc il doit être rappelé à l'ordre et, le cas échéant, sanctionné. Évidemment, la sanction est plus ou moins lourde selon le fait. Donc, porter un signe, c'est moins grave qu'avoir un comportement prosélyte. Dans tous les cas, bien sûr, ça doit être rappelé à l'ordre, mais le comportement prosélyte est beaucoup plus grave, évidemment, que le simple port d'un signe, puisque vous avez un comportement actif qui cherche à susciter l'adhésion d'autrui. Et je le rappelle, maintenant, les chefs de service sont quand même responsables de la bonne application de la laïcité et donc doivent s'assurer que leurs agents respectent ce principe. Les exigences relatives à la laïcité de l'État et à la neutralité des services publics ne doivent pas pour autant conduire à la négation de la liberté de conscience des agents publics, évidemment. Je vous renvoie à un célèbre avis du Conseil d'État, Mademoiselle Marteau, du 3 mai 2000, qui rappelle que qui est évidemment prohibé toute discrimination fondée sur la religion dans l'accès aux fonctions et le déroulement de carrière. C'est-à-dire que même si on connaît la religion de tel ou tel agent, parce que on discute de temps en temps sur les postes et autres, on ne peut pas le sanctionner, évidemment, du fait de son appartenance religieuse, évidemment pas. Dès lors que lui est respectueux dans ses fonctions de son principe de neutralité, on ne peut pas le sanctionner, évidemment pas. Euh, Également, autre point important à évoquer concernant les professionnels, c'est celui de la clause de conscience, qui fait beaucoup débat. La liberté de conscience des praticiens inclut, vous le savez, la clause de conscience du médecin, clause de conscience du médecin qui est délimitée par l'article 47 du Code de déontologie, et celle-ci est assez générale. Je la cite. Or, le cas d'urgence est celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité. Un médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. C'est tout. La clause de conscience, c'est pour le médecin donc le droit de refuser la réalisation d'un acte médical pourtant autorisé par la loi, mais que lui, personnellement, estimerait contraire à ses propres convictions professionnelles, éthiques ou personnelles. Donc, sauf urgence vitale, le médecin n'est donc pas tenu de pratiquer l'acte demandé ou nécessité par des conditions particulières. Mais là, il faut quand même rappeler que conformément aux dispositions du même code de déontologie médicale, s'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir clairement le patient et immédiatement, dès la première consultation, et lui donner tout moyen et conseil pour qu'il puisse obtenir une prise en charge adaptée et pour que l'acte médical lui soit bel et bien délivré. Et bien sûr, par ailleurs, le médecin doit s'assurer que sa décision ne contrevient pas aux dispositions du code, à savoir que le médecin doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leur mœurs, leur situation de famille, leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion déterminée, leur handicap, leur état de santé, leur réputation et les sentiments qu'ils peuvent éprouver à leur égard. Parce que sinon, il y aurait évidemment discrimination de la part du médecin. Alors, je vous donne un exemple connu et malheureusement trop connu. Si un médecin ne souhaite pas procéder à une interruption volontaire de grossesse, IVG, sur une patiente au nom de ses convictions religieuses, et c'est encore très souvent le cas, la loi lui impose, quoi qu'il en soit, d'informer sans délai la femme de cette décision et de lui communiquer immédiatement le nom de praticien susceptible de réaliser cette intervention. Or, ça, c'est pas encore trop souvent le cas. Enfin, malheureusement, il y a encore beaucoup de médecins qui ne rappellent pas immédiatement, qui ne communiquent pas immédiatement le nom d'un praticien qui pourrait faire l'acte et qui même parfois profitent de ne pas délivrer cet acte pour finalement faire du prosélytisme et expliquer les raisons de son choix. Or, cela lui est interdit. C'est-à-dire qu'il ne peut que dire je ne peux pas faire cet acte, point barre. Il ne peut pas justifier cela. Il ne peut pas se servir de ce moment-là pour faire du prosélytisme et justifier son refus d'acte. Et il doit, au contraire, immédiatement donner le nom d'un praticien qui pourra réaliser cet acte. Ça, c'est très important, effectivement, que l'acte soit réalisé. C'est un droit et toute personne doit pouvoir recevoir cet acte médical. Concernant les usagers, les patients et les personnes qui rendent visite dans les établissements de santé, que ces établissements de santé exercent une mission de service public ou non, la règle est la même. Ils ont là, sur le coup, le droit au respect de leurs croyances et doivent être mis en mesure de participer, pour les patients qui sont contraints, à l'exercice de leur culte, sous réserve, bien sûr, des contraintes qui découlent des nécessités du bon fonctionnement du service et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. Là, je vous renvoie à la charte des personnes hospitalisées qui prévoit à ce titre que la personne hospitalisée est traitée avec égard, que ses croyances sont respectées, son intimité est préservée, ainsi que sa tranquillité. Ces usagers, patients, mais aussi les personnes qui rendent une visite ne sont pas, bien sûr, soumis à la neutralité et donc, a priori, ils peuvent porter des signes religieux dès lors, bien sûr, que leur visage n'est pas dissimulé. Mais là, ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est la loi de 2010 qui est souvent assimilée à la laïcité, mais c'est
c'est inexact. C'est une loi qui est fondée sur l'ordre public, le respect de l'ordre public, c'est-à-dire pouvoir identifier une personne dans l'espace public et sur les exigences minimales de la vie en société, c'est-à-dire pouvoir savoir à qui on parle. Donc, vous le savez, on ne peut pas dissimuler son visage, sauf d'ailleurs pour des raisons d'ordre sanitaire ou dans la rue, il y a aussi des raisons folkloriques d'ordre carnaval, par exemple. Bref. Mais bon, mis à part cette exception-là, les usagers des établissements de santé peuvent évidemment porter des signes religieux. Pour autant, quand on est patient, eh bien, parfois, on va vous demander, évidemment, de ne pas porter certains signes par rapport aux soins qui va vous être apportés. Évidemment, les signes que vous portez ne doivent pas gêner, évidemment, la bonne délivrance des soins. Et donc, dans ces cas particuliers, évidemment, on peut vous demander une tenue adaptée et on peut vous demander d'enlever certains pendentifs, signes, autres, voiles ou pendentifs ou ce que vous voulez. Ça, c'est évident pour des raisons, donc, de bonne délivrance des soins. Par ailleurs, un patient, même s'il a le droit donc à sa liberté de religion, évidemment, il ne peut pas exercer de pression prosélyte ni sur le personnel, ni sur d'autres usagers, d'autres patients. Par exemple, il ne peut pas s'amuser à distribuer des tracts, ce qui susciterait l'adhésion à sa religion. Là, ça peut nécessiter un rappel à l'ordre des règles à ces patients. Et d'ailleurs, il peut être fait appel à l'aumônier de la religion dont le patient se réclame pour que l'aumônier intervienne et fasse office aussi de médiation, de médiateur, parce qu'effectivement, les aumôniers peuvent aussi aider à un bon dialogue et à résoudre certaines difficultés de cet ordre-là. Et si malgré tout, vous avez un patient qui crée un désordre réel, qui fait un prosélytisme abusif, contraint auprès de tout un tas de personnes, alors on peut aller jusqu'à la sortie de l'intéressé, qui peut être prononcée par le directeur de l'établissement, avec bien sûr l'accord du médecin-chef de service, puisque s'il y a une urgence à traiter, bon, ben, on va l'emmener au bloc et évidemment, on va traiter son urgence de santé. Autre exemple, dans une chambre partagée, un patient, évidemment, ne peut pas se lever chaque nuit à la même heure pour effectuer une prière si cela réveille son compagnon de chambre qui a besoin de repos. Donc là, il faut opérer une conciliation entre les deux patients. La pratique d'une prière en journée dans la chambre ne posera pas de problème a priori si elle n'est pas accompagnée de prosélytisme vis-à-vis d'autres patients. Mais le fait de prévoir un réveil en pleine nuit et de faire du bruit peut évidemment objectivement gêner son compagnon de chambre. Comme le pourrait, de la même manière, une télévision allumée durant la nuit. C'est la même gestion de la chose. Évidemment, pareillement, quelqu'un qui allumerait sa télévision la nuit et qui réveille le patient de chambre, le compagnon de chambre, eh bien, il faut aussi le rappeler à l'ordre. Et puis là encore, par rapport à donc des prières ou une activité cultuelle, l'aumônier peut évidemment être appelé s'il y a nécessité de créer du lien et de résoudre la problématique par le dialogue. Euh, Évidemment, autre problématique, par exemple, si vous avez une volonté de prière collective, ça ne sera pas possible parce que ça va perturber le bon fonctionnement de l'établissement, ça peut être prosélyte et en plus, ça peut gêner la bonne circulation au sein de l'établissement de santé. Concernant certaines pratiques religieuses comme le jeûne, et bien là, il faut rappeler que celui-ci trouve sa limite dans l'état de santé de l'intéressé et évidemment dans le fait, là encore, que sa santé prime avant toute chose. Dans tous les cas, le patient ou la personne accueillie, et le cas échéant s'il est jeune, ses parents doivent être informés des risques encourus. Il peut aussi, là encore, être fait appel à l'aumônier du culte pratiqué par le patient ou la personne accueillie pour, là encore, traiter de cette difficulté. Et si la personne est majeure, ben, elle est libre, a priori, de ne pas s'alimenter ou de ne pas s'hydrater, mais dans ce cas, elle signe une décharge pour sortir de l'établissement. Et néanmoins, s'il y a urgence, le médecin-chef refusera cela et traitera et pourra traiter de l'urgence, même contre l'avis du patient. C'est pareil avec le cas d'un refus de transfusion sanguine. Vous le savez, en particulier pour les témoins de Jéhovah, là, sur le coup. Si le principe reste le consentement de la personne aux soins, le cas échéant, si vous avez certes un droit de refus, néanmoins, le juge ne condamnera évidemment pas le médecin qui s'en affranchit de ce refus dès lors que le médecin accomplit un acte indispensable à la survie du patient. On peut continuer un instant sur l'alimentation dans les établissements de santé.
Alors, je parlais tout à l'heure de l'offre de choix, qui est une solution qui fonctionne assez bien avec et sans viande. Mais il faut préciser que dans les établissements de santé contraints, dans les hôpitaux contraints, lorsque les patients sont là pour longtemps et contraints, ils ne peuvent pas manger à l'extérieur, il y a la possibilité, mais évidemment, c'est dans la mesure de la possibilité pratique du bon fonctionnement du service et de l'établissement, il y a sur le coup la possibilité d'avoir, y compris la proposition d'offres de nourriture confessionnelle, puisque c'est un lieu contraint. Et donc, il peut y avoir, mais dans ce cas, il faut que ça suive une demande individuelle. Et évidemment, dans ce cas, il faut pouvoir le faire pour les différents religion qui en demanderait, qui en ferait la demande. Et éventuellement, il peut y avoir la délivrance donc d'une nourriture confessionnelle, mais uniquement si ça ne porte pas une atteinte excessive au bon fonctionnement de l'établissement. Voilà. Un dernier point qui concerne les patients et usagers, c'est celui de la matière mortuaire. Les familles des malades en fin de vie et des défunts, vous le savez, se voient garantir la possibilité de procéder aux rites et cérémonies prévus par la religion de leur choix. Le décret, un ancien décret de 1974 indique que lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté avec toute la discrétion souhaitable dans une chambre individuelle du service, que ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ces derniers instants, et que dans toute la mesure du possible, la famille a accès auprès du défunt avant que le corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire, sans que ce dépôt ne soit bien sûr différé, de ce fait d'un délai supérieur à 10 heures. Si les équipes médicales et soignantes ignorent les rites et cérémonies mortuaires inhérents à la religion du défunt, là encore, on peut avoir recours aux aumôniers qui sont présents dans l'établissement. Concernant, alors là, j'ai traité des personnels et des usagers, je dois aussi évoquer le cas des étudiants en formation de santé ou en stage professionnel dans un établissement de santé. Ça, parce que leur situation a été l'occasion de confusion et pas mal de contentieux. Les étudiants conservent durant leur formation théorique la possibilité de porter des signes religieux, puisque à certains instants précis, ils sont uniquement des étudiants de l'enseignement supérieur. Et donc, ils ont le droit. Ce sont des usagers de l'enseignement supérieur. Ils ont droit à leur liberté de religion. Ils peuvent porter des signes. En revanche, lorsqu'ils sont en situation de pratique, lorsqu'ils sont donc en stage ou en formation professionnelle au sein de l'établissement public de santé, et bien là, ils sont soumis à l'obligation de neutralité parce qu'ils vont exercer à ce moment-là le service public de la santé, des fonctions médicales ou paramédicales qui sont assimilées à des agents de service public. Lorsqu'effectivement ils sont en situation professionnelle, en stage au sein d'un hôpital public ou d'un établissement public de santé, enfin de tout établissement de santé qui exerce une mission de service public de la santé, et bien là, évidemment, ils représentent l'administration publique, même s'ils sont en situation de stage, et donc, ils sont soumis à la neutralité, ils exercent finalement, là encore, la mission de service public eux-mêmes, même s'ils ne sont pas encore pleinement diplômés et pas encore totalement sortis d'école. Désormais, il est important que j'évoque rapidement euh, les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, vous le savez, il ne s'agit pas de laïcité à strictement parler, même s'il y a des connexions. Il peut y avoir des connexions, notamment quand une appartenance religieuse est revendiquée de la part d'un agent public pour justifier une inégalité entre les femmes et les hommes. Ben là, évidemment, c'est impossible. Et quoi qu'il en soit, les réponses sont toujours très claires. Il n'est pas question d'autoriser, sous aucun prétexte, qu'il soit religieux ou autre, une quelconque inégalité. Le droit commun l'emporte évidemment toujours sur toute éventuelle prescription ou plutôt interprétation religieuse dans laquelle l'administration publique n'a d'ailleurs pas à rentrer. Donc, dans un établissement de santé, si un membre du personnel refuse de se conformer à l'autorité de sa responsabilité hiérarchique parce que c'est une femme, il s'agit d'une insubordination qui est passible d'une sanction. Également, si un agent homme invoque des raisons religieuses pour refuser de serrer la main de ses collègues uniquement femmes, alors qu'il serre la main de tous ses collègues hommes, il faut rappeler que tout comportement qui porterait atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la dignité des personnes pourrait être regardé comme discriminatoire. Et il a déjà été jugé qu'un comportement de nature à dégrader les relations de travail et à nuire à la sérénité des conditions de travail peut être passible de sanctions. Dernier exemple du côté des patients. Dans un hôpital en situation d'urgence, si une patiente s'oppose à être examinée par un médecin homme parce que homme, ou inversement un homme par une femme, il faut rappeler que le droit de choisir son praticien ne s'applique pas en situation d'urgence. Évidemment, il s'applique en médecine de ville. Là, ils font ce qu'ils veulent, ils choisissent le médecin qu'ils veulent. Mais en situation d'urgence, ce n'est pas le cas. Et si malgré tout, cette personne refuse de se faire soigner par un médecin du sexe opposé,
Alors, on peut pas la contraindre physiquement, mais là encore, le médecin pourra faire appel à l'aumônier de l'établissement ou à toute personne pouvant assurer une médiation. Et si malgré tout le refus persiste et que la vie de la personne n'est pas en danger, eh bien, il pourra y avoir signature d'une décharge et sortie de la personne. Donc, en résumé, sur toutes ces questions, y compris sur les plus sensibles, voilà, je conclus, j'espère ne pas avoir été trop long. Il faut savoir garder la tête froide, appliquer le droit avec fermeté, mais discernement aussi, faire preuve aussi de bon sens, rien que le droit, mais tout le droit. Et dans la posture de chacun, il faut garder en tête que la laïcité, elle est d'abord un outil d'émancipation, mais aussi de rassemblement dans la République. Ça ne peut pas être un outil pour diviser, hein. C'est vraiment cet outil qui va permettre d'apporter des réponses d'intérêt général. Et en parallèle, bien sûr, en particulier dans la période de tension qu'on traverse depuis pas mal d'années, eh ben, il faut assurer la promotion de toutes les actions qui renforcent la cohésion nationale, y compris dans les établissements de santé. Il faut aussi démultiplier les sensibilisations, les formations à la laïcité, à la gestion des faits religieux, comme on le fait aujourd'hui pour toutes et tous. Et ça, c'est essentiel pour enfin, donner des outils, mais aussi créer du lien entre toutes et toutes. Pour terminer cette intervention peut-être un peu trop longue, une conclusion plus générale. Retenez qu'avec la laïcité, l'État ne fait plus de distinction entre ses citoyens. Il ne sépare aucune supposée majorité de supposée minorité. Il n'y a que des citoyens français à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre. Et que la France, en rappelant cela, eh ben, elle a tiré les leçons de son histoire qui a pu être violente dans le passé, on le sait, et elle fait de notre diversité qui est factuelle, elle fait de cette diversité factuelle, notamment d'un point de vue convictionnel et religieux, non pas une source de division violente, mais une source de richesse pour que toutes et tous, nous puissions ensemble faire nation. Merci. Merci beaucoup, Nicolas Cadenne. C'était très riche, c'était très complet. Je crois qu'on a pu avoir un panorama, oui, extrêmement complet des différentes situations qui peuvent se présenter, des situations de soins, effectivement de la clause de conscience des médecins, des services d'aumônerie, des services de restauration. Donc, merci beaucoup. C'était extrêmement complet. Très bien parce que on poursuivra l'étude de ces situations cet après-midi, donc avec le guide d'application de la laïcité de la PHP. Donc n'hésitez pas effectivement pour les participants à poser vos questions via le chat, on les fera remonter mes collègues et moi-même, ou à activer l'option lever la main. Pour l'instant, je ne vois personne qui lève la main, mais on a déjà plusieurs questions. Je me permets effectivement de démarrer. Alors, vous parliez justement au départ des services d'aumônerie, donc obligatoires dans les établissements de santé, et de cette distinction à faire entre le service qu'ils vont pouvoir fournir, les aumôniers, et en même temps limiter le prosélytisme. Il y avait une question sur d'éventuelles promotions, par exemple, par un aumônier, effectivement, de promotion d'activités religieuses, par exemple, promotion d'une messe de Noël. Est-ce qu'il y aurait des restrictions là-dessus? Attendez, promotion c'est-à-dire un aumônier qui ferait, pardon? Qui ferait, par exemple, la promotion d'une messe de Noël? Est-ce qu'il y aurait des Oui. restrictions là-dessus? Non, non, il ne peut pas. Enfin, là encore, l'aumônier peut promouvoir l'activité cultuelle auprès des personnes qui ont demandé à être suivies par cet aumônier, mais il ne peut pas le faire auprès de l'ensemble des patients et donc auprès de l'ensemble de la communauté hospitalière encore moins. Il ne peut pas le faire de manière générale. Et s'il souhaite afficher un prospectus promouvant une messe de Noël, il peut le faire, mais que dans la salle polyculturelle, ou enfin la salle tout du moins prévue à cet effet, la salle de son culte ou la salle polyculturelle. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Ça me paraît très très clair. Alors, je me permets du coup d'enchaîner là-dessus par une question qui me semble en lien, qui apparaît pas dans le chat, mais qui m'est venue moi-même. Donc après, je reprends les questions du chat, je vous rassure. Justement, sur ces chapelles qu'il peut y avoir, par exemple, parfois dans certains établissements, on sait qu'historiquement, effectivement, il y a un lien entre le monde de la santé et parfois certaines chapelles qui peuvent exister. Est-ce qu'elles peuvent être utilisées finalement aussi à d'autres fins? C'est-à-dire, est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour d'autres activités qui n'auraient rien à voir effectivement avec un culte ou par d'autres cultes?
Tout à fait. Ce sont désormais des lieux qui appartiennent à l'établissement de santé. Alors, généralement, ça reste toujours un lieu de culte. Alors, soit un lieu de culte pour le culte catholique avec, lorsque ce sont des établissements qui disposent d'assez de locaux pour avoir d'autres locaux pour les autres cultes, soit parfois vous avez des chapelles même qui sont devenues des lieux polycultuels. Mais simplement, il faut effectivement que les aumôniers s'entendent quand même entre eux, qu'il y ait un accord entre les différents aumôniers pour que ce soit le cas. Très bien. Ouais, donc, oui, très intéressant de voir que finalement, on, bon, on les utilise pour qu'elles permettent finalement d'être utilisées. Euh, je passe sur d'autres questions. Alors peut-être je donne la parole à Karima qui suit aussi les questions pour que je puisse récupérer les miennes derrière. Oui. Attends, 2 secondes, attends. Alors attends, on a, pardon, Ah oui, non, c'est bon, Karima, je c'est t'entends. pas, c'est pas moi qui a dit attends. Je Non, pense que oui, tout à fait, c'est quelqu'un d'autre qui avait réactivé son micro et je vais redésactiver, c'est tout bon, on t'écoute. Ok, alors pour les questions, alors j'ai reçu une question, je pense par erreur en message privé, mais je vous la soumets. Euh, c'est concernant les services d'aumônerie, est-ce qu'il y a des associations référencées ou des structures auxquelles on peut faire appel en cas de besoin? C'est une des questions qui est. Alors oui, normalement, effectivement, comme je le disais, c'est pas l'autorité publique de désigner quelqu'un Mhm. comme ça qui choisirait de son côté, puisque l'autorité publique est séparée des cultes. Donc, effectivement, il faut faire appel à des associations d'aumônerie cultuelle. Alors, si vous n'en avez pas localement, vous contactez l'association nationale d'aumônerie du culte concerné, ça, il y en a, c'est sûr. Et effectivement, ils vous renvoient ensuite vers la personne adéquate dans leur région. Mhm. Très bien. J'ai une autre, il y a une autre question dans le chat. Julie demande, en fait, elle dit qu'elle a rencontré du personnel féminin portant un calot de bloc en service de soins conventionnels pour cacher leurs cheveux, hein. Est-ce que c'est autorisé? Ça dépend. En fait, ça ne sera pas autorisé si c'est systématique. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est systématique auprès des mêmes publics, de la même communauté hospitalière, si on constate on remplace un signe religieux par un accessoire, mais qui fait office de signe religieux parce qu'en fait, on le porte systématiquement tout le temps dans les mêmes conditions, on peut le chef de service peut lui dire bah là il y a un problème parce qu'en fait maintenant on sait très clairement et les gens le savent que c'est pour en fait faire office de foulard, de voile islamique. Donc là, ce sera un problème. Puisque je vous le rappelle, la neutralité, en plus, elle n'est pas que vis-à-vis des usagers, elle est aussi vis-à-vis des collègues de travail. La neutralité des agents publics, de ceux qui exercent un service public, doit être auprès de tout le monde, puisque quand on exerce un service public, je le répète, on représente pas son individualité, mais vraiment l'administration publique dans son ensemble, et même vis-à-vis donc de ses collègues de travail. Du coup, si on constate en effet que c'est vraiment systématique pour remplacer le signe religieux d'origine et auprès du même public, ça peut poser problème et donc on peut lui demander de le retirer. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Je reviens un petit peu sur les services d'aumônerie et les aumôniers. Ça me semble assez intéressant, puisque vous semblez dire dans votre intervention qu'ils peuvent aussi servir, au-delà du service donc de culte qu'ils amènent, vraiment de facilitateurs de dialogue, de médiateurs. Euh, est-ce que à quel point en fait les référents laïcité qu'il doit y avoir dans les établissements de santé sont en lien avec ces aumôniers? À quel point le dialogue se fait d'après vous? C'est très variable. C'est vraiment très variable selon les établissements. Comme je vous le disais quand même très souvent, c'est pas extraordinaire en ce sens où les personnes qu'on a désignées référents font plein de choses à côté et n'ont que peu de temps pour exercer cette fonction et donc c'est pas toujours formidable. Faut être tout à fait honnête. Mais après, il y en a d'autres qui prennent cette charge plus à cœur et qui ont plus de temps que d'autres collègues et qui du coup peuvent le faire correctement. Et donc, il y a un vrai lien, il y a un vrai bon dialogue. Et puis même quand les référents n'ont pas le temps de faire autre chose, des fois, ils se concentrent quand même sur ce bon dialogue. Donc, c'est extrêmement variable selon les établissements de santé, à vrai dire. Mais après, l'Observatoire est effectivement poussé à soutenir ces référents dans leur action par l'administration. Mais bon, vous le savez bien, il y a une multitude d'urgences
et parfois, il faut bien le reconnaître, des injonctions contradictoires. Donc, c'est pas aisé pour eux. Mais donc, c'est très variable selon les établissements. Il y a pas une seule ligne, quoi. Et ces aumôniers Mais doivent. en droit, normalement, il devrait y avoir un référent qui s'occupe pleinement de cela, enfin, qui s'occupe de cela de la meilleure des façons et avec une relation parfaite avec les services d'aumônerie, un très bon dialogue, des rapports circonstanciés faits chaque année Ouais. sur ces relations, etc. Oui, ça c'est toujours effectivement l'aspect théorique finalement par rapport à l'aspect, j'ai envie de dire, pratique dans les faits. Toujours théoriquement, ces services d'aumônerie doivent pouvoir représenter toutes les religions qui pourraient, toutes les personnes qui pourraient demander à accéder à leur pratique religieuse. Tout à fait. Alors, parfois, on n'a pas un aumônier de telle religion parce qu'on n'a pas eu de demande. Mhm. Néanmoins, il faut quand même qu'il y ait une information, même si on n'a pas cet aumônier, il faut qu'il y ait une information faite à tous les usagers pour leur dire qu'ils peuvent faire appel à un aumônier de leur religion, même si on l'a pas. Et dans ce cas, il faudra qu'on en trouve un. Ça, c'est clair. Et là, je le disais, il faut faire appel aux associations d'aumônerie qui existent pour tous les principaux cultes, mais même pour tous les cultes, hein, pas que les principaux. Oui, parce que Voilà. c'est ce que j'allais dire sur certains cultes. Vous parliez tout à l'heure de certaines écoles du protestantisme ou Ah oui, Lubavitch, par il y a exemple. certains. Il est possible qu'il y ait certains cultes extrêmement minoritaires. Alors, les cultes évangéliques protestants, là, il n'y aura pas de problème, il y en aura. Mais il peut y avoir des cultes très minoritaires où effectivement on aura un problème. Alors après, on peut lui demander s'il n'y a pas d'aumônier qui colle parfaitement à la religion qui est la sienne, s'il y a un aumônier d'une autre religion assez proche ou du même courant religieux en général, puisque ça peut être des sous-courants, le satisferait. Très bien. Après, évidemment, il faut que ce soit quand même dans la capacité de l'établissement. Si de fait, il y a, même l'association nationale leur dit qu'il n'y a personne sur place ou qu'il n'y a même pas d'association nationale si on est sur une logique extrêmement minoritaire, bon, ben là c'est une incapacité de la part de. C'est une impossibilité, pardon, de la part de l'établissement. On ne peut pas le. Voilà, si c'est impossible, c'est impossible. Oui, ouais, tout à fait. Très, très bien. Alors, je reprends. On avait parlé des messes de Noël. Il y avait une question sur les exemples de crèches en EHPAD chargées de missions publiques. Est-ce qu'installer une crèche, effectivement, dans un EHPAD chargé de mission de service public serait possible? Non, le principe, c'est non. Il peut y avoir des exceptions. Je sais qu'on peut penser que l'exception est facile parce qu'on est face à des personnes âgées, etc. Mais non, le principe, c'est non parce que ça reste une manifestation d'une seule religion, d'ailleurs, d'une religion, et donc ça reste une marque d'adhésion à cette religion. Après, là encore, le Conseil d'État l'a très clairement défini. Il y a des exceptions prévues par l'article 28, l'exception culturelle. Donc, si l'exposition est traditionnelle et culturelle et temporaire, donc ponctuelle, ça sera possible. Donc, dans certaines régions, vous en avez toujours eu, ça sera possible. Mais je préfère dire non pour le principe, parce que c'est le principe. De manière générale, ce sera non, même si en effet, il y a des exceptions du fait de la possibilité d'exposer une crèche qui est qui est culturelle plus que cultuelle. Et bien entendu, dans ce cas, lorsque c'est le cas, il ne faut pas, évidemment, qu'il y ait de présentation culturelle non plus. Il ne faut pas que dans l'installation et dans la présentation faite par les autorités de l'établissement, on marque une quelconque adhésion au culte, évidemment. Il ne faut pas dire, ben voilà, on installe une crèche de Noël chrétienne, on installe une crèche de Noël parce que c'est la fête chrétienne de Noël avec le petit Jésus, Marie, Joseph. Bon, ça, ce serait pas possible, évidemment. Il pourrait y avoir des exceptions de crèches culturelles, traditionnelles, ponctuelles, oui, mais encore faut-il que ce soit lié à une culture locale réelle et à une tradition locale réelle. Si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir un recours et vous perdrez devant le juge. Ouais, donc c'est toujours la question de ce qu'on retient finalement comme culturel ou non. Ouais. Voilà, là, par exemple, à Béziers, vous avez un maire qui installe une crèche provençale depuis des années en disant que c'est la culture et la tradition locale, ce qui n'est pas du tout le cas. Chaque année, il est condamné. Alors, il le fait, il s'en fiche, visiblement. Il se fiche sa mairie dépense beaucoup d'argent pour ses procès, mais il est quand même condamné chaque année parce que non, il peut pas inventer une tradition qui n'existait pas et qui n'a jamais eu lieu. Et d'autant plus que derrière, il y a quand même si maintenant il y fait attention, originellement, il y avait une présentation qui était très religieuse de la chose. Donc, voilà, ça Ouais. dépendra
du contexte. Une fois de plus, ça dépendra du contexte. Oui, c'est pas parce le maire d'une grande ville le fait finalement qu'il est en droit de le faire. En tout cas, le droit Et de ne fait, lui il y a donne des pas maires raison. de grandes villes qui le font chaque année, alors qu'ils sont condamnés chaque année. Ils le refont malgré tout. Bon, ils le font, ils sont condamnés, donc chaque année, ils dépensent beaucoup d'argent pour ça. Bon, c'est très politique en fait, hein, on Oui, le bien voit bien. sûr. Donc non, le principe, c'est non, sauf exception, si c'est une exposition culturelle traditionnelle et ponctuelle. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être, Karima, je peux te redonner éventuellement la parole si tu as identifié d'autres choses. Après, juste sur ça, si vous mettez des santons qui n'ont rien à voir avec le culte, ce sera des santons d'un facteur, d'un maire. Bon, ben ça, c'est pas cultuel. Oui, Là oui, encore, bien sûr. c'est la symbolique de la Hum. représentation religieuse catholique de la nativité ou voilà ou protestante, enfin chrétienne qui posera problème. Merci Martin. Avant de vous passer la parole, Nora, je vais reprendre deux questions hein, dans le chat. Alors Sabine vous demande en fait s'il y a des textes qui encadrent les rites mortuaires au sein des établissements de santé. Et une autre question sur l'obligation d'information de la part des établissements de santé sur la présence d'une aumônerie. Sur la présence des aumôneries. Dans l'établissement de santé. C'est-à-dire quel est le devoir enfin, Ah, alors en fait, quand c'est un établissement de santé fermé, contraint, c'est-à-dire quand les personnes ne peuvent pas sortir pour leur pratique cultuelle, c'est dans ces lieux-là qu'il doit y avoir possibilité d'offrir un service d'aumônerie si la demande est faite. Voilà. En sachant qu'il faut les en informer quand même. Après, quand vous êtes dans le secteur privé et que vous n'exercez pas de mission de service public, vos obligations sont moindres parce que vous n'êtes pas tenu strictement à cette règle-là, même si c'est recommandé. Voilà. Et pour la première question, c'était quoi les déjà? rites mortuaires, est-ce qu'il y a des textes Oui, qui alors encadrent je vous ai cité le décret de 74. Bon, il y a ça. Après, non, simplement, il ne pourrait pas y en avoir puisque, enfin, en ce sens où, si vous voulez, chaque religion a ses rites. Donc, c'est pas, il appartient pas à l'État laïque de faire le recensement de tous les rites potentiels, puisqu'il y en a beaucoup de religions. Après, il y a une possibilité donc de respect de ces rites dès lors que ça respecte, je l'ai dit, la durée durant laquelle on peut garder le corps et les obligations légales par ailleurs de médecine légale. Voilà, mais c'est pour ça que sur cette matière-là, il est important d'être en relation avec les aumôniers. Merci. Nora, je pense que vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Alors, je m'excuse parce que j'ai eu un appel téléphonique, donc peut-être la question a été posée, donc j'en suis désolée. Donc, je vais quand même me permettre de la poser. J'avais deux petits questionnements. Je voulais savoir si dans les établissements de santé, le référent laïcité, alors nous, notre cas, c'est qu'on a un référent laïcité et on a un référent qui est chargé des relations avec les aumôniers. Est-ce que ça peut être une seule et même personne? Parce que jusqu'ici, on l'a divisé. Et la deuxième question, c'est qu'on a eu le comité de liaison des témoins de Jéhovah qui nous a demandé s'il pouvait apparaître sur notre petit fascicule qui présente l'ensemble des aumôniers. Donc, je sais qu'en pénitentiaire, il y a un texte là-dessus, mais sur les établissements de santé, on s'est posé la question si on devait les faire apparaître au même titre que les autres cultes. Oui, effectivement, ça a été jugé. En fait, en pénitentiaire, c'est devenu comme ça suite à un jugement au niveau européen, la européenne des droits de l'homme. Donc, effectivement, maintenant, les témoins de Jéhovah sont considérés comme pouvant, en effet, offrir des services d'aumônerie parce que dans la pratique de ces services-là, il n'a pas été constaté de dérive dite sectaire, par exemple, qui pourrait considérer être comme trouble à l'ordre public et donc qui pourrait les empêcher. Donc, effectivement, la justice ayant tranché là-dessus, effectivement, si vous avez des demandes là-dessus, il faut donner suite, quoi. Et le premier point, c'était quoi? Pardon, j'oublie tout là. Oui, c'était sur la pertinence d'avoir un seul et même référent, laïcité et culte, parce que nous, jusqu'ici, c'était deux référents différents. Et Oui, je sais pas. c'est possible, si vous le souhaitez, mais après, encore faut-il que cette personne ait le temps, évidemment, de faire les deux matières. Dès lors que les missions qui sont dévolues à l'un et à l'autre sont remplies, oui. D'accord, merci.
Très bien, merci beaucoup pour cet échange. N'hésitez pas, hein, si vous avez encore des questions, que ce soit dans le chat ou en levant la main, c'est très très bien parce que ça nous permet également de vous entendre et ça c'est une très bonne chose. Moi je reviens sur un petit élément autour de la clause de conscience dont vous parliez tout à l'heure. Donc on est bien d'accord que un médecin effectivement a une clause de conscience, mais s'il refuse effectivement d'administrer un soin, il faut qu'il informe tout de suite le patient et qu'il le redirige vers un collègue, c'est bien ça? Oui. À l'inverse, un patient, lui, peut refuser le soin d'un médecin et enfin, faut-il qu'il justifie ce refus-là? Non. Non, non, le patient peut refuser le soin d'un médecin, il est majeur, vacciné, adulte, il fait ce qu'il veut. En revanche, le médecin peut donc aller contre son refus s'il en va de sa vie, quoi, si c'est absolument nécessaire de le soigner. C'est ça, s'il y a effectivement Et si c'est un enfant, il faut risque, l'autorité parentale qui se prononce. Et c'est pareil, si vraiment l'enfant est en danger, le médecin pourra réagir malgré tout. d'accord. Et alors, il peut y avoir des cas, je voyais, où la clause de conscience, donc le refus de soins d'un médecin, va apparaître, par exemple, au niveau d'un directeur de service. À quel point ça va avoir une incidence sur les médecins qui vont exercer sous son autorité. Mais ça dépendra. C'est-à-dire que si l'acte, il est constaté que du fait de son autorité, l'acte n'est pas réalisé, il sera sanctionné, il pourra être sanctionné très lourdement. D'autant plus qu'il est responsable, les chefs de D'accord, service. donc lui, il n'a pas à imposer sa volonté Ah au ben reste non, de son service. surtout pas. Et même, ça serait passible d'une sanction lourde. Non, non, surtout pas. D'accord. Et justement, au niveau des C'est quelque fonctions. chose qui doit rester extrêmement personnel. Donc, si c'est un refus personnel qui ne doit pas justifier, qui ne doit pas exprimer, enfin, justifier auprès de patients pour ne pas faire de prosélytisme. Et il doit renvoyer directement vers quelqu'un d'autre pour faire l'acte. Il ne peut évidemment pas interdire à d'autres de faire l'acte. L'acte doit être réalisé. Mhm. Et justement, vous disiez que parfois, ce qui pose problème sur la clause de conscience, c'est le fait que le nom d'un collègue ne soit pas communiqué tout de suite et que normalement, ça pourrait être passible de sanctions. Quelles sont ces sanctions, justement? Bah, après, ça dépend. Il y a un conseil disciplinaire et ça dépend justement de la gravité de la chose. Ça peut être jusqu'à une suspension ou même la fin d'un contrat si on était dans un cas dramatique. Mais c'est graduel en fait. C'est des choses qui doivent s'examiner sur le terrain disciplinaire de l'établissement. D'accord. D'accord, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de. En fait, c'est comme les atteintes à la laïcité en général. Les atteintes à la laïcité, elles sont diverses aussi. Ça dépendra de la gravité et donc les incidences du respect, enfin de la mise en avant de la clause de conscience, pareil, elles peuvent être très différentes. Donc ça dépendra. Donc il s'agit d'évaluer la gravité. Si vous, comme je vous disais tout à l'heure, si vous portez un signe religieux, c'est moins grave, même s'il faut le rappeler à l'ordre l'agent que si vous faites du prosélytisme, parce que le prosélytisme, vous cherchez à convaincre. Vous ne portez pas juste quelque chose, vous cherchez à convaincre autrui de penser la même chose que vous. Donc, vous voyez, voilà, c'est plus grave. Donc, si vous avez, pareil, si vous avez dans votre bureau un poster écrit euh, sauver des vies et refuser l'IVG avec en dessous le nom de l'église concernée, je sais pas quoi. Alors là, sur le coup, c'est très lourdement sanctionnable, quoi, parce que Mhm. c'est du prosélytisme. Là encore, c'est en plus constant, c'est affiché. C'est plus sanctionnable que si vous avez porté un signe pendant quelques jours, quoi. C'est évident. Ouais. D'ailleurs, port d'un signe, c'est juste un rappel à l'ordre, c'est pas une sanction, sauf si ça reste, évidemment. Ouais, tout à fait, oui. Donc ça dépend effectivement de l'acte en question. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions qui sont apparues dans le chat. N'hésitez surtout pas à en poser ou à lever la main si vous avez d'autres questions. Moi, j'ai fait un peu le tour des miennes. Je garde une dernière question pour la fin qui est un petit peu une question un petit peu globale. Voilà, donc si des participants veulent encore lever la main ou poser des questions, vous pouvez toujours le faire. N'hésitez pas. Alors donc la question que j'avais reçue, je l'avais reçue par message privé, mais je pense qu'elle pouvait s'adresser à tout le monde. Peut-être un petit peu global. Pardon, il y a une question, je crois, dans le chat, mais la personne n'arrive pas à lever sa main, je sais pas. euh, Ah d'accord. Mais vous pouvez activer, Madame Lebrun, vous pouvez activer sans Tout lever à la fait. main votre C'est ce micro. que Allez-y, je voulais posez dire. votre
Oui, très bien. Alors, c'est Monsieur Lebrun. Monsieur, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas grave. Juste une petite question justement sur le principe de laïcité, mais je pense que la réponse va m'être apportée. J'avais parlé tout à l'heure de la promotion de la part des aumôniers sur les activités effectivement religieuses, et particulièrement la catholique en ces fêtes de fin d'année. Et donc, c'est sur l'utilisation des ressources du secteur public. Donc, je m'explique. On a organisé, enfin, il y a une messe qui est organisée, mais on utilise effectivement les brancardiers pour aller chercher les patients et les amener à la messe. Ça peut être un peu dévoyé, me semble-t-il, des ressources, même s'ils ont des bénévoles, puisque l'aumônier catholique a aussi des bénévoles qui viennent pour justement participer au transport de nos patients, qui sont intéressés par effectivement cette messe, mais on utilise aussi les brancardiers de l'établissement. Alors, comme vous êtes dans un lieu contraint et que vous avez quand même du coup le devoir d'assurer la liberté de culte, vous pouvez le faire, ça peut être fait, c'est pas contraire à la loi. Simplement, en revanche, il ne faut pas que ça perturbe le bon fonctionnement de votre service. Si du coup l'utilisation de ces brancardiers fait que on ne les utilise pas pour une situation d'urgence, ça sera pas possible en effet. Donc là encore, ça dépendra de l'activité à ce moment-là de votre service. Vous pouvez tout à fait le faire pour garantir la liberté de culte des personnes concernées qui souhaitent donc se rendre à cette messe, etc. Mais si évidemment la situation des soins à ce moment-là vous l'empêche, c'est le soin qui est prioritaire évidemment. Parfait, merci, merci de la réponse, elle est pertinente. Merci à vous. Alors, on a une question qui vient d'apparaître sur le chat, donc c'est très bien, j'en profite. Sur la possibilité pour un agent de conserver un pendentif représentant une croix dès lors qu'il est sous ses vêtements, sachant que lorsque l'agent bouge, le pendentif peut parfois, voilà, au cours, j'imagine, d'un soin, le pendentif peut sortir. L'agent dit ne pas le porter pour des raisons religieuses, ce pendentif, mais en tout cas, il ne le quitte jamais. Il faut lui demander de faire en sorte qu'il ne sorte pas. Parce Oui. qu'effectivement, qu'importe à la limite ce que dit l'agent sur le coup, c'est une perception. Les gens le voient. Donc, les gens le voient et donc constatent que cette personne n'est pas neutre. Et donc, c'est toujours la même chose quand, alors que vous êtes censé représenter l'administration neutre, vous laissez apparaître une appartenance religieuse, ça peut mettre en cause votre impartialité vis-à-vis des autres. Enfin, les gens peuvent le considérer comme tel et de fait, vous marquez une adhésion de votre administration à un culte puisque vous représentez votre administration et pas vous-même. Donc, qu'importe en effet la raison de fond, peut-être que c'est vrai ce que dit cette dame, cette personne, mais il reste que non, un signe religieux ne doit pas apparaître sur un représentant de l'administration publique. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut que cette personne, elle peut le garder en effet sous son vêtement, mais qu'elle s'assure qu'il ne sorte pas de son vêtement. Alors, très bien, ça me fait penser au fait que c'est aussi toute la question, effectivement, du fait de porter, de ce qu'on dit lorsqu'on porte un signe religieux. Est-ce qu'on pense que c'est un signe religieux ou pas? Et donc, de la définition des signes religieux. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot là-dessus, Oui. puisque il peut y avoir des personnes qui vont avoir, par exemple, des croix tatouées, par exemple. Alors, les croix, on sait que ça peut être c'est un signe religieux, mais certains portent des croix par mode, par style. C'est un tatouage qui peut être gothique pour certains. Ça dépendra en effet la croix en question, mais en tout cas, tout ce qui, en droit, tout ce qui va être vu comme un signe qui ne peut pas être porté communément par n'importe qui. Voilà. Si c'est pas une croix que tout le monde peut porter, c'est qu'il y a quand même une appartenance derrière, et donc ce sera pas possible. D'accord. D'accord. Donc, oui, il y a une définition vraiment de ce qu'est le signe religieux, finalement. C'est ça, c'est en droit, ce sera ce qui ne peut pas être porté communément par n'importe qui et qui renvoie à une appartenance. Après, évidemment qu'il faut examiner au cas par cas pour des cas extrêmement particuliers où on a un symbole et toute une symbolique qui pourrait vouloir dire autre chose. Mais dans ce cas, en effet, c'est au cas par cas. On ne peut pas avoir une règle générale, puisque Ouais. on peut y avoir demain un nouveau signe. Enfin, c'est systématiquement évolutif. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour. Et Alors, donc, voilà. quand c'est des tatouages purement religieux, il faut les couvrir. Ouais, vous me répondez exactement à la question du chat qui vient d'apparaître. Merci beaucoup là-dessus. Encore une fois, dans le chat, n'hésitez pas.
si les participants n'arrivent pas à lever la main, vous pouvez tout simplement réactiver votre micro, pardon, et lever la main. Je vois que quelqu'un me fait signe. Oui, alors je n'ai pas j'ai peut-être que votre nom, Monsieur Foudil, peut-être. En tout cas, vous pouvez tout à fait réactiver votre micro pour poser votre question. Pour réactiver votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, oui. Oui. Alors voilà, voilà, c'était ma question. Notre association a investi sur les panneaux, 90 panneaux, bien. Et donc, on les fait circuler en Savoie, mais n'empêche qu'ils sont sous-employés et par méconnaissance de ces panneaux qui sont là, bien, ben, qu'ils restent dans les cartons alors qu'ils pourraient être utilisés ailleurs, en dehors de notre département, par exemple. Voilà. Les panneaux, pardon, dont vous parlez, Les panneaux, c'est ça. Notre association a investi sur 90 panneaux sur la laïcité et le fait religieux. Et apparemment, ils sont très efficaces puisque il y a dans les universités et les associations dans notre région, ils sont vraiment très appréciés. Mais quand même, ils restent sous-employés. Et donc, il faudrait qu'on soit plus connu et qu'on ait des contacts entre aumôneries. Allô, 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 voilà, on voilà. vous entend Oui, oui, on toujours. vous entend. Oh Mais là là. effectivement, oui, si vous avez une exposition sur la laïcité, ça peut être tout à fait intéressant qu'elle circule en effet entre établissements. Ça, Voilà, c'est ça qui est important. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on qu'on soit un peu plus en lien les uns les autres. Voilà. Et du lien Après, apprendre. entre les associations et entre les services. Il me semble qu'une autre personne voulait prendre la parole. Oui, Oui, bonjour. on bonjour. vous entend. Lise Loriot, j'avais une question qui concerne les anges dans les décorations des sapins de Noël. Est-ce que l'ange est un signe de la religion? Bah, il vaut mieux éviter les anges, ouais. Ouais, ben oui, Éviter les anges, en il me effet. semblait. D'accord, Vous possiblement. confirmez. Voilà, vous nous confirmez que ce serait considéré comme un signe religieux, du coup. Un symbole, c'est un Un symbole symbole religieux. religieux, pardon. Très bien. Je récupère des questions dans le chat. Oui, un agent arrivant sur son lieu de travail, mais n'ayant pas encore pris son poste, donc avant de se changer au vestiaire, peut-il arriver avec des signes religieux visibles? Bah, ça dépend, c'est-à-dire que, en fait, ça dépend s'il est sur son temps de travail. En fait, il faut voir s'il est en situation de travail. S'il est déjà dans la situation d'exercer sa mission de service public et qu'il représente donc déjà l'administration, il doit être neutre. Si, en fait, il n'a pas encore pris son service, qu'il arrive, il est en civil et il va se changer, non, ça, c'est pas grave. Mais quand il est sur son temps de travail et dans le cadre de ses missions, il doit être parfaitement neutre. Très bien, merci Là, beaucoup. là, il était bien précisé avant de se changer au vestiaire. Oui, mais donc, avant de se changer de vestiaire, c'est une chose, mais il faut surtout que ce soit pas dans ses horaires de travail, qu'il soit pas encore en situation d'agent, quoi. Parce que sinon, même si il s'est pas changé alors qu'il aurait dû se changer parce qu'il est en retard, par exemple, bon, c'est un problème. Mais bon, ça, c'est à la marge. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, à partir du moment où l'agent est en situation de travail, soit sur sa plage horaire ou parce que donc il exerce sa mission, là, il doit être neutre. Merci beaucoup. Il y a une autre question, et puis ça me permettra peut-être d'amener quelque chose par la suite. Pour revenir sur l'idée de cacher une croix, un pendentif en croix qu'il faudrait cacher, la taille de cette croix, de ce pendentif, n'importe pas. Si c'est une toute petite croix, il faudrait tout autant la cacher, c'est bien ça. Et oui, puisque là, il n'y a pas de notion d'ostensibilité hein, Tout sur à les fait. sites des agents publics, de ceux qui représentent l'administration. C'est pour ça que je faisais la distinction tout à l'heure avec les élèves. Les élèves sont pas du tout soumis à la neutralité comme on l'entend souvent, ils sont soumis à un fort devoir de discrétion. Mais ceux qui représentent l'État, l'administration publique, c'est pas le cas des élèves, c'est très différent. Quand on représente l'administration publique, on doit être neutre, mais de manière absolue, puisqu'on représente l'administration publique elle-même, qui est neutre et absolue. On ne représente pas son individualité. Donc, en effet, tout signe, même petit, et qui marquerait une adhésion à un culte, ne serait pas possible. Donc, on doit en effet ne laisser apparaître aucun signe, aucune marque d'adhésion à un culte.
Oui, la neutralité est quelque chose de différent. Oui, c'est exactement là-dessus que je voulais aller, hein. On a voilà, parfois du mal à faire cette distinction, et on en parlait la dernière fois avec Très clairement, dans énormément d'administrations, on voit encore des personnes qui ont des petits signes parce qu'ils pensent qu'ils le peuvent, parce que dans le débat public, tout a été un peu mélangé avec notamment la loi de 2004. Les gens ont cru que du coup, si c'était pas ostensible, on avait le droit. Non, ça ne regarde que les élèves. Pour les personnes qui exercent un service public, c'est tout signe. La notion d'ostensibilité n'a aucun Mhm. sens. Non, on doit être parfaitement neutre et donc aucun signe, quelle que soit sa taille. Tout à fait. La loi de 2004 est le cas de l'école est finalement vraiment une exception dans une exception presque, donc Ah, c'est très particulier. c'est pas que c'est une exception, mais c'est que ça réglemente le cas des seuls élèves usagers et pas représentants de l'État pour les préserver d'influences extérieures et faire en sorte que, parce qu'ils sont dans une phase d'apprentissage, qu'ils sont pas encore majeurs, ils puissent développer librement leur libre arbitre. Donc, ils ont le droit à des signes discrets, mais pas plus, qu'on leur demande d'être discrets à tout point de vue. Et parce que, y compris d'ailleurs sur les autres matières que religieuses, vous avez les circulaires Jean Zé qui interdisaient déjà en 1936 et 36 toute propagande politique ou commerciale. Mais voilà, c'est un cas particulier c'est le cas des élèves, c'est le cas particulier des élèves. Ça n'a rien à voir avec les règles qui valent pour les représentants de l'administration publique, où là, quand on représente l'administration publique, je le répète, on représente pas soi-même, mais l'administration neutre et impartiale, et donc aucun signe. Tout à fait. Merci C'est beaucoup. pareil pour d'ailleurs l'aspect politique, hein. On peut avoir aucun signe politique, on peut avoir aucun signe même philosophique, et on peut avoir aucun signe de syndicat, sauf quand on est dans l'exercice de ses fonctions syndicales. Bien sûr. Ouais, ça fait. Merci beaucoup pour ces clarifications. Karima, je ne sais pas si tu as pu prendre les dernières questions qui sont arrivées. Non. Oui. Merci beaucoup. Alors, toujours dans la continuité en tout cas, des agents, mais enfin voilà, dans la limite en tout cas du temps de travail. Un agent qui rend visite à ses collègues en dehors de son temps de travail peut-il porter un signe religieux? Me demande Marie. En soi, oui, s'il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, qu'il est en tant que citoyen, qu'il vient là voir des copains, en soi, il a le droit. Après, il faut qu'il ait le droit d'aller dans les espaces réservés à ceux qui exercent le service public, alors que lui, il n'est pas en mission. Mais ça, c'est à voir par le chef d'établissement ou le chef de service. Mais si ça lui est autorisé, en soi, comme il est en tant que citoyen à ce moment-là, il le peut. Il y a une autre question de Julie. En cette période de fin d'année, les décorations mentionnant Joyeux Noël sont-elles autorisées? Oui, parce que maintenant, Noël en tant que tel est une fête très largement sécularisée, qui ne renvoie pas forcément à une appartenance religieuse, même si effectivement, ça peut créer du doute. Bon, c'est pour ça qu'aussi on peut mettre joyeuse fête, puisque deux fêtes, il y a quand même deux fêtes. Donc, c'est pas non plus un total détournement. La réalité, c'est aussi il y a il y a deux fêtes, et notamment la fête du Nouvel An. Donc, on peut mettre joyeuse fête. Après, on peut mettre joyeux Noël. Ce sera pas condamné, si je puis dire, hein. Merci beaucoup Vous pour m'entendez? cet éclairage. Oui. Oui, on vous entend. Je vous laisse la parole. Est-ce que les étudiants infirmiers qui viennent se présenter sur leur lieu de stage peuvent venir avec des signes religieux? Ils viennent se présenter donc pour exercer leur mission de stagiaire. C'est ça, ils viennent se présenter en amont du début du stage. Ah, si c'est en amont du début du stage, qu'ils sont là en tant qu'étudiants, ils peuvent. Mais à partir du moment où ils sont D'accord. dans la pratique et qu'ils sont dans l'exercice, ils pourront pas. D'accord, ok. Bah, c'est très clair. Merci. Voilà, si d'autres personnes veulent réactiver leur micro, c'est tout à fait possible. On a pu parcourir Sur cette beaucoup de question, choses. voilà, c'est parce qu'en fait, l'étudiant qui est stagiaire, il n'est pas que l'étudiant en fait. Il est dans une situation de stage et donc dans une situation professionnelle. Et donc là, à ce moment-là, il exerce le service public et représente l'administration publique. Tout à fait. Voilà, je ne vois pas d'autres questions en tête. Si d'autres personnes veulent réactiver leur micro, c'est toujours temps. Si ce n'est pas le cas, moi, effectivement, j'ai une dernière question qui permet peut-être de clore un petit peu, finalement, de votre expérience et notamment de vos fonctions
à l'Observatoire de la laïcité, à quel point vous aviez des remontées sur le monde médical, à quel point les cas qu'on pouvait vous faire remonter d'atteinte à la laïcité venaient de ce milieu-là. Est-ce que, voilà, c'est peut-être plus une question de ressenti là pour le coup, mais ça peut être intéressant que vous nous éclairiez là-dessus. Alors, c'est pas qu'une question de ressenti, puisque dans nos états des lieux, on était le plus exotique possible. C'est-à-dire qu'on audite déjà les représentants du secteur chaque année, mais aussi on avait des remontées des administrations sur le terrain. Et puis en plus, on se déplaçait beaucoup sur le terrain. Donc, on le voyait, on essayait de voir comment ça se passait très concrètement sur le terrain. En fait, c'est très, là encore, inégal selon les établissements. Donc, il y a des établissements où il y avait plus de remontées que d'autres. Des établissements qui étaient dans des endroits où il y avait plus de religiosité, et ben forcément il y avait du coup plus de manifestations religieuses et parfois du coup plus de tensions que dans des établissements où il y avait un habitat autour qui était moins religieux, enfin où il y avait moins de religiosité. Enfin, vous voyez, c'est assez logique que ça dépende aussi du cadre dans lequel s'installe cet établissement. Il y a aussi ce qui joue beaucoup, les équipes, lorsqu'elles sont formées ou pas formées, lorsqu'elles savent réagir ou pas, lorsqu'il y a, justement, on en parlait tout à l'heure, une bonne relation avec les aumôneries, et lorsque les aumôneries interviennent ou pas, ils sont bien sollicités pour assurer un dialogue lorsque nécessaire. Donc, c'est en prenant en compte toutes ces considérations que l'on constatait qu'il y avait plus ou moins de remontées et de difficultés. En tous les cas, lorsque les agents étaient sensibilisés et formés à ces questions-là, lorsqu'il y avait de bonnes relations avec les services d'aumônerie, en général, il n'y avait pas d'atteinte grave. Enfin, il n'y avait pas les atteintes ou les problématiques étaient très vite résolues, en fait. Alors que quand on n'est pas formé, pas sensibilisé, quand il n'y a pas de bonne relation avec les aumôneries, là, il pouvait y avoir des atteintes qui ne voyaient pas de solution immédiate et qui pouvaient poser de vraies tensions. Puisque quand, en fait, la solution n'est pas rapidement apportée, il peut alors se créer de vives tensions. Ouais, bien, c'est très intéressant parce que ça revient effectivement à cette question du dialogue. Hein. C'est aussi, Alors après je rassure aussi, hein, c'est pas du tout la problématique majeure, bien sûr, des établissements de santé. Mais selon certains établissements, ça peut être un vrai souci. Quand d'autres, ça ne le sera absolument pas. Voilà, c'est variable et il faut savoir le prévenir en amont. Ouais. Et effectivement, l'amener avec du dialogue, c'est aussi ce qu'on voit beaucoup en formation VRL, hein, finalement, que le droit est là comme base sur laquelle s'appuyer, mais en fait, à travers du dialogue et du bon sens, on peut très facilement désamorcer un certain nombre de situations, quoi. Je vois que Karima, tu as levé la main parce que j'ai cru voir sur le chat des questions défiler à nouveau. Donc, ce ne sera pas la question de conclusion. Finalement, il en reste encore quelques-unes pour vous, Monsieur Cadem. Oui, alors, Marie demande si vous parliez en tout cas de la neutralité des agents vis-à-vis de leurs collègues. Est-ce que le port de signes religieux peut être toléré dans les salles de pause ou de restauration collective quand l'agent n'est pas en service mais en pause et que cette salle de restauration collective n'est que pour les agents et pas pour les usagers? En théorie, non, parce que Mm. ils restent quand même dans le cadre de leur fonction. Alors, ils sont en pause, mais ils sont sur leur temps de travail en fonction. Et donc, tant qu'en fait, ils représentent cette fonction et donc l'administration, ils ne le peuvent pas, et je le répète, même vis-à-vis de leurs collègues, en effet, puisqu'ils représentent l'administration tant vis-à-vis des usagers que des collègues. Alors après, parfois, ça se fait et ça ne suscite pas de problématique, mais en théorie, non, ils n'en ont pas le droit. D'accord. Et il y a une autre question de Valentine qui vous demande qu'en est-il du devoir de réserve de l'agent public en dehors de ses horaires de travail? Ah ben, c'est-à-dire d'un point de vue religieux, quand il est pas en fonction, il fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, heureusement, hein, les citoyens sont libres de faire ce qu'ils veulent quand ils sont pas en fonction. Il pratique son culte comme il l'entend. Enfin, il y a pas de problème. Il se balade dans la rue avec un signe s'il le souhaite. Ça, il y a pas de réserve là-dessus. Après, le devoir de réserve, c'est plus que ben, la confidentialité, le fait de ne pas insulter son autorité hiérarchique à l'extérieur, ce genre de choses, quoi, bien sûr. Mais d'un point de vue laïque et du point de vue de l'expression de ses convictions religieuses, non, il n'y a pas de difficulté majeure. À l'extérieur, l'agent est libre de faire ce qu'il veut. Après, bien sûr, sous la limite de la loi, hein, mais après, il sera sanctionné pour une autre raison, si effectivement il trouble l'ordre public pour une autre raison.
Merci. Bien, merci Il n'y a plus beaucoup. d'autres questions pour l'instant. Pas d'autres questions. Alors, s'il y en a d'autres qui apparaissent, n'hésitez pas. Ou encore une fois, si vous voulez réactiver votre micro, vous pouvez le faire. On vous donnera la parole. Voilà, s'il n'y a rien qui apparaît, on peut aussi s'arrêter là, hein, parce qu'on a fait quand même un tour de beaucoup d'éléments. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Cadenne, pour cette intervention extrêmement riche. Les réponses à ces questions précises, avec vraiment du contenu et à chaque fois des réponses très claires. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc, et puis merci à tous les participants, hein, pour l'ensemble de ces questions qui étaient très intéressantes. Donc, on a pu poser vraiment le cadre ce matin, les éléments juridiques indispensables à l'application de la laïcité dans le domaine médical et voir un petit peu les points de tension, où est-ce qu'ils pouvaient se situer. Ce qui est très très bien, c'est qu'à travers les questions qu'on a pu aborder, c'est on a pu déjà voir un certain nombre de situations. Et puis en fait, on va poursuivre ce travail cet après-midi avec d'autres situations, et puis avec un guide d'application. Avec une intervention de la PHP, ça permettra aussi de voir finalement, eh bien, dans ce dialogue, qui prend, enfin, quelle position chacun peut prendre, comment on peut faire, quelles bonnes pratiques peuvent être faites. Là, on disait, il faut essayer d'encourager le dialogue. Oui, bien sûr, mais comment concrètement on le fait dans chacune des situations? C'est un petit peu ce qu'on pourra voir cet après-midi.